Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer. Bienvenue pour cette première édition de l'Oxycolloque. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la haie et aux auxiliaires de culture en milieu agricole. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, quelques petites consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. Alors, sachez que vos micros sont volontairement coupés pour limiter les perturbations sonores. Il sera enregistré et disponible en rediffusion d'ici quelques jours sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous avons deux modératrices qui nous feront remonter les questions et on a prévu différents temps d'échange au cours de la présentation pour y répondre. Donc pour cela, vous avez un petit bandeau sur le haut du Teams, un bouton questions-réponses. Donc vous cliquez dessus, vous avez une rubrique qui s'affiche, vous posez votre question, vous pouvez également afficher votre nom si vous le souhaitez ou rester anonyme. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère qu'elles seront nombreuses et on prendra le temps d'y répondre tout au long de la présentation. Les intervenants d'aujourd'hui, ils sont plusieurs. Vous entendrez Xavier Mesmin, qui est ingénieur et spécialiste biodiversité chez Arvalis. Il est basé dans l'ouest de la France sur la station de la Jaillère, pour ceux qui connaissent. Ève Grosjean, qui est en stage chez Arvalis et actuellement en dernière année d'école d'ingénieur agronome à l'ENSAIA de Nancy. On aura le plaisir d'entendre également Flora Couturier-Boiton, qui est chargée d'études agroécologiques au laboratoire d'éco-entomologie d'Orléans. Aude Lameurant, qui est responsable biodiversité chez Agrivert dans les Vosges sur le site de Vittel. Et enfin, moi-même, Romain Blasi, technicien d'expérimentation sur la station de Saint-Hilaire-en-Voivre chez Arvalis. Sans oublier que nous avons deux modératrices qui sont Pascaline Pierson, ingénieure régionale grande culture en Lorraine, et également Anaïs Deguet, qui est assistante pour la délégation Alsace-Lorraine, et donc qui vous répondront directement dans le chat ou feront remonter vos questions pendant les temps d'échange. Nous avons 2 heures ensemble, donc voilà le programme. On commencera par quelques éléments de contexte autour de la biodiversité chez Arvalis, et donc Xavier nous parlera de quoi est-ce qu'on parle concrètement, comment est-ce que cette thématique elle se décline selon des axes de travaux bien spécifiques, et on se concentrera ensuite à une échelle plus régionale à la station de Saint-Hilaire-en-Voivre en Lorraine. Donc, on va se focaliser rapidement sur l'indicateur à scoring des haies qui vous sera présenté en détail et on verra la manière dont on l'a évalué sur le terrain à travers différents dispositifs expérimentaux et méthodes de piégeage associées. On vous parlera également du projet Oxyferme, puisque vous verrez que cette idée autour de l'indicateur des haies a pris une dimension beaucoup plus régionale et donc qui implique plusieurs partenaires. On aura le témoignage de l'un d'entre eux avec Aude pour Agrivert. Voilà, il partagera son expérience. Et je laisserai ensuite largement la parole à mes collègues Ève et Xavier qui vous présenteront les résultats obtenus avant de conclure sur les perspectives et la suite à donner à ces travaux. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Xavier. Xavier, est-ce que tu peux nous dire de quoi est-ce qu'on parle concrètement quand on parle biodiversité chez Arvalis? Quels sont nos axes de travail et peut-être savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de la régulation naturelle des ravageurs grâce aux auxiliaires? Voilà, je te laisse la main, Xavier. Oui, merci Romain. Alors, normalement j'ai fait une demande de contrôle. Ah, voilà. Donc, la biodiversité, je vais commencer par des éléments assez génériques et puis vous présenter ce qu'on entend par biodiversité à Arvalis et pourquoi on y travaille et sur quels axes principalement. Mais une diapo déjà de définition simple sur la biodiversité. Donc biodiversité est un terme qui définit la diversité du vivant dans son ensemble, à toutes les échelles, de l'échelle fine de la diversité génétique à l'intérieur d'une même espèce jusqu'à l'échelle plus macro.
et avec souvent un angle d'attaque sur les espèces, donc la diversité des espèces présentes. Cette diversité, on peut la décomposer en 4 parties. Une partie qui est sélectionnée par l'agriculteur dans son activité, donc on parle de biodiversité planifiée ou de biodiversité cultivée pour ce qui est des cultures. Donc ça, c'est une partie de la biodiversité. Et puis, on a une biodiversité qu'on peut appeler associée, donc tout ce qui n'est pas choisi directement par l'agriculteur, mais qui est présent dans le milieu agricole, avec une biodiversité extra-agricole qui est en fait une catégorie dans laquelle on met toutes les bêtes qui sont présentes mais qui n'ont ni effet positif ni effet négatif sur les cultures, elles sont simplement présentes. Et puis dans la biodiversité para-agricole, on met d'un côté les bioagresseurs, donc tous les organismes qui ont un effet plutôt négatif sur la production, que ce soit des pathogènes, des adventices ou des ravageurs de toute taille. Là, vous avez des pucerons, mais ça peut être d'autres types de ravageurs. Et enfin, la 4e catégorie sur laquelle on va axer notre propos aujourd'hui, c'est la biodiversité fonctionnelle, terme derrière lequel on met toutes les bêtes qui ont un effet direct ou indirect positif sur la production, dont les auxiliaires de culture qui contribuent à la régulation des ravageurs. Alors le sujet de la biodiversité à Arvalis, on l'aborde sous à peu près 5 axes. Nos axes de travail sur la biodiversité, schématiquement, vous avez à gauche, dans la colonne de gauche, tout ce qui traite de l'effet des pratiques agricoles et des systèmes de culture en général sur la biodiversité, qui est fait souvent effet non intentionnel, notamment des pratiques et des systèmes sur la biodiversité. Et sur la partie droite, toute la colonne de droite, c'est la quantification des services rendus par la biodiversité à l'agriculture. Et ces services sont essentiellement de 3 types. La pollinisation, tout ce qui est lié à l'activité biologique des sols, et la régulation naturelle des bioagresseurs par les auxiliaires de culture. Et en haut, vous avez la partie plutôt recherche, si on doit schématiser, donc acquisition de nouvelles références, alors sur les 2 thèmes, hein. Et puis en bas, plutôt la partie développement, c'est-à-dire transfert de connaissances disponibles. Et puis au centre, un axe qui est indispensable et qui est transversal à tout ça, c'est comment on mesure la biodive. Un axe méthodo, essayer de trouver des méthodologies innovantes, même si c'est pas là-dessus qu'on va insister aujourd'hui, mais trouver des méthodes plus simples, plus rapides de mesure de la biodiversité. Et donc en effort relatif sur ces différentes thématiques, on a très schématiquement les dernières années plutôt mis l'accent sur l'évaluation de l'effet des pratiques sur la biodiversité, que ce soit en recherche, donc avec des dispositifs terrain, on va précisément parler de ça aujourd'hui, et également sous la forme de développement dans le cadre d'indicateurs de biodiversité en particulier. Et puis le 3e axe sur lequel on a pas mal axé nos travaux ces dernières années, c'est vraiment la quantification du service rendu, le nombre de ravageurs supprimés par les auxiliaires par exemple. Et puis 2 axes sur lesquels pour l'instant on a moins insisté, mais pour lesquels peut-être on travaillera davantage à l'avenir, que sont les axes purement méthodaux de mesure, et puis ce dernier axe ici. Donc en termes de projet très rapidement, mais je vous mets un exemple d'acronyme, mais dans les projets récents, disons. Et donc là, on va essentiellement parler de l'effet de systèmes et notamment d'IAE, de bord de champ, sur la biodiversité. Et on va axer le propos sur la régulation des ravageurs aujourd'hui. Je vous présente rapidement le résultat d'un travail d'expertise interne Arvalis qui avait été fait. Vous avez les cultures sur lesquelles Arvalis travaille, sur la gauche, première colonne. Donc les céréales, le maïs, la pomme de terre, le lin et les espèces fourragères. Et puis vous avez aussi quelques ravageurs qui sont sur toute culture. Et puis ici, une colonne avec les ravageurs prioritaires sur ces organismes, sur ces cultures-là, avec leur ordre de priorité qui a un tout petit peu évolué, mais qui est quand même toujours valable, hein, les priorités établies, telles qu'établies en 2024, qui restent assez largement dans cet ordre-là. Et donc le travail d'expertise avait consisté à évaluer, pour des experts Arvalis qui travaillent sur ces thèmes-là, ce qu'on attend de la régulation de ces ravageurs par des micro-organismes, donc des pathogènes, des macro-organismes hors arthropodes, par exemple des nématodes, les arthropodes dont on va parler aujourd'hui, les insectes, les araignées en particulier, et puis les vertébrés. Et donc ici, voilà, hop, là, les coches en vert, je présente uniquement ça, hein, mais les coches en vert foncé montrent les cas où on attend plutôt une efficacité importante des auxiliaires de culture sur les ravageurs concernés.
Et celui que j'ai entouré en rouge, c'est celui dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. On va parler du ravageur puceron des épis, qui peut recouvrir plusieurs espèces, mais les pucerons des épis sur céréales à paille. Et on attend une régulation plutôt forte des arthropodes. Et donc c'est là-dessus qu'on va axer notre propos aujourd'hui, sur ces cultures, sur ces ravageurs et sur ces auxiliaires. Romain, je te laisse continuer. Merci Xavier, je reprends la main. Alors, merci Xavier pour ce partage. Du coup, voilà, vous avez une vision assez large sur les travaux qu'on peut mener au sein de l'Institut, mais je vous propose de nous recentrer plus particulièrement sur une échelle régionale comme la Lorraine et de voir ensemble comment est-ce qu'on s'est approprié cette question de la biodiversité. Donc, la station de Saint-Hilaire-en-Voivre, c'est ici, vous l'avez, le petit point bleu. Donc, on se situe en Meuse, en Lorraine. Quelques éléments de contexte, donc. C'est une exploitation agricole en polyculture de 130 hectares. Voilà, avec environ moitié grande culture, moitié prairie, sur un parcellaire assez regroupé, comme vous pouvez le voir sur l'image. C'est les contours que vous avez en jaune. Et l'avantage de travailler sur une dimension ferme avec un parcellaire d'un seul bloc nous permet non seulement de travailler sur diverses thématiques, certes, mais de sortir de la micro-parcelle ou de la parcelle agricole, de travailler sur des échelles un petit peu différentes, sur une dimension à l'échelle d'un paysage, vous le verrez juste après dans la suite de la présentation, et surtout de travailler sur des horizons de temps beaucoup plus longs. Et c'est justement ce qui fait de Saint-Hilaire-en-Voivre un terrain de jeu particulièrement intéressant pour étudier la biodiversité, et plus particulièrement sur les auxiliaires de culture volants, qui sont très mobiles, et où il est nécessaire, comme je disais, de travailler non pas à la parcelle agricole, mais plutôt à l'exploitation, voire d'un territoire, et ce, sur plusieurs années. Et donc, quand on a commencé à s'intéresser au sujet de la biodiversité à notre échelle, à Saint-Hilaire, la question initiale et qui est devenue centrale pour nous était de savoir, eh bien, est-ce que notre exploitation, elle est attractive vis-à-vis des auxiliaires de culture, et comment est-ce qu'on le mesure, avec quels indicateurs? Donc, c'est dans ce contexte-là, clairement, qu'un projet a été initié sur notre ferme expérimentale en 2020, autour de cette question assez simple, voilà, est-ce qu'elle est attractive pour les auxiliaires de culture? Et donc, pour répondre à cette question, il nous semblait essentiel de réaliser, en première étape, un diagnostic du paysage dépassant largement les frontières de nos parcelles. Donc, on retrouve ici l'exploitation, vous avez ici les contours en bleu, et on est allé 1 kilomètre au-delà des frontières de nos parcelles, dans le sens où on a considéré, voilà, qu'un auxiliaire de culture volant, il pouvait se déplacer sur cette échelle. Et donc, on a délimité dans un premier temps cette zone d'étude. Et derrière, on a fait ce travail de repérage, de caractérisation du paysage, où en fait, on a tout simplement regardé qu'est-ce qu'il y avait, des parcelles agricoles, des prairies, et un tas d'éléments semi-naturels, voilà, qui composent le paysage et qui font qu'on arrive à décrire de manière très très fine notre paysage. C'est ce qu'on appellera des indicateurs quantitatif, c'est-à-dire que voilà, on peut savoir la surface, le nombre, le fractionnement, les différents éléments, comment ils se touchent entre eux, et, enfin voilà, un tas de données chiffrées. Si je prends le cas des haies, par exemple, on avait 17 km de haies sur la zone cartographiée de Saint-Hilaire. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, la première limite, finalement, c'est que sans référentiel solide, ces indicateurs restent difficilement interprétables. Et donc, on ne pouvait pas répondre à la question initiale de savoir si notre exploitation est attractive uniquement en se servant de ces indicateurs. Et donc, c'est pourquoi on est allé tester, pour compléter cette approche, des indicateurs plus qualitatifs. Et donc là, on s'est inspiré de ce qui existait déjà avec les arbres de décision DEXI. Et donc, on a intégré ces caractéristiques paysagères dans ces arbres de décision qui donnent une note sur l'attractivité de nos parcelles. Et là encore, l'approche restait très globale dans le sens où la majorité des parcelles de Saint-Hilaire obtenaient des notes maximales et donnaient finalement peu d'éléments opérationnels pour le pilotage. Et surtout,
quand on en parlait un petit peu autour de nous, cette vision assez macro, on parle de données paysagères, on parle d'indicateurs qualitatifs avec des arbres de décision multicritères, bah, c'est des choses qui quand même parlent assez peu à l'agriculteur, dont les leviers d'action, ils restent quand même souvent plus limités à la parcelle ou à ses abords. Il peut avoir peut-être un petit peu moins d'impact sur le paysage, dès lors qu'il a un parcellaire un petit peu plus morcelé par rapport à nous, qui a un parcellaire d'un seul bloc. Et donc, il y a plus de sens pour lui de s'intéresser à des IAE, des infrastructures agroécologiques, sur lesquelles il peut agir. Et parmi ces leviers, eh bien, la haie et la bande fleurie sont des éléments pour lesquels ça lui parle plutôt bien. Et donc, c'est là qu'on a eu l'idée, en fait, de créer un indicateur sur la qualité des haies, puisque c'est concret et ça parle pour l'agriculteur, en ayant une approche très expérimentale pour évaluer finalement la qualité d'une haie vis-à-vis des auxiliaires de culture volants. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble, comment est-ce qu'on a créé cet indicateur et comment est-ce qu'on évalue finalement la qualité d'une haie dans un milieu agricole. Donc vous avez ici, par exemple, l'ensemble des haies qu'on va retrouver dans le parcellaire de l'exploitation de Saint-Hilaire. J'y reviendrai juste après. Donc l'indicateur de qualité des haies, voilà, vous avez quelques éléments de contexte sur la manière dont on est arrivé finalement à cette question de la haie. Je vous propose de vous le présenter. Vous verrez qu'il y a différentes étapes qui permettent d'arriver à un score d'une haie pour mesurer sa qualité. Alors, l'indicateur tel qu'il est fait aujourd'hui, il faut prendre une haie. Vous avez ici en photo une haie à Saint-Hilaire qui peut être composée en plusieurs strates. Une strate herbacée pour la plus basse, une strate arbustive et enfin une strate arborée pour la plus haute. La première étape, telle qu'on a construit l'outil aujourd'hui, ça va être de référencer l'ensemble des espèces végétales qui sont composées dans mes différentes strates. Et donc pour ça, je peux avoir deux méthodologies qui sont associées. Une méthodologie spécifique pour la partie ligneuse qu'on va retrouver dans la partie arbustive et arborée. Donc là, en fait, on découpe des tronçons dans la haie, on fait une caractérisation des essences végétales et on note leur recouvrement pour chaque essence dans la haie. Pour la partie herbacée, on s'est un petit peu inspiré de la méthode éco-bordure, où là, on a découpé sur 20-25 mètres des quadras répartis sur toute la haie. Donc, première étape, référencement des espèces végétales. Deuxième étape, c'est de savoir si les espèces végétales que j'ai dans ma haie, elles sont attractives ou pas vis-à-vis des auxiliaires de culture. Et donc pour ça, on a utilisé des bases de données existantes qui s'appellent Auxil-Haie et Auxil-Herbe et qui avaient été développées voilà, initialement par le réseau des chambres d'agriculture et qui donnent une indication sur le fait que ce soit attractif ou pas pour l'auxiliaire. Donc en fait, on a noté 0 ou 1 pour savoir si c'est attractif ou pas attractif. Donc, si je prends un exemple, le prunelier, qui est assez présent chez nous, c'est une essence qui permet, selon cette base de données-là, d'attirer des chrysopes, des sphécides, des coccinelles, des cirfes. Et donc, en faisant la somme de toutes les essences végétales avec C0 et C1, je peux calculer un score. Dans notre exemple ici en image, j'obtiens un score que l'on appellera score initial, qui a une certaine valeur numérique, ici 81. Donc ça, c'est la première étape, la plus importante, disons, et vient s'ajouter d'autres coefficients qui viennent pondérer finalement la note pour obtenir un score final. C'est des coefficients qui vont prendre en compte la typologie. Donc on a un certain nombre de définitions qui traitent, enfin qui caractérisent finalement le type de haie dans laquelle on se trouve. Et on a appliqué des coefficients, voilà, à dire d'experts, et des coefficients d'abondance en fait qui prennent en compte la diversité végétale au sein même de la haie. Et donc là, dans notre cas de figure, ces coefficients, je les multiplie sur mon score initial et j'obtiens un score final. On appellera le score final qui a une note de 225, valeur plutôt haute dans le référentiel de Saint-Hilaire. Et donc tout ça, ça pose l'hypothèse suivante: plus le score de la haie est élevé, plus le potentiel auxiliaire est fort. Et c'est ce qu'on va chercher à vérifier à travers différentes expérimentations. On y reviendra sur la méthodologie et les résultats après. C'est ce qu'on va vraiment chercher à vérifier sur le terrain. Donc, pour vous donner une idée un petit peu de comment est-ce qu'il se caractérise l'outil aujourd'hui, c'est une calculette, c'est un tableur Excel où en fait on vient renseigner
le petit nom de la haie, sa typologie, et on retrouve toutes les essences végétales que j'ai pu inventorier avec des classes de recouvrement qui donnent une indication sur l'abondance finalement de ces différentes espèces végétales. Pareil sur la partie herbacée, mais là, comme je le disais, on fonctionne plutôt en quadrat, donc on a plusieurs quadrats qui sont répartis dans la haie. Et ensuite, on vient référencer les différents taxons qui nous intéressent. Là, je laisserai Flora vous expliquer qu'est-ce qu'un taxon et pourquoi on a choisi ceci. Ce sont nos 0 et nos 1, donc pour rappel, 0 non attractif, 1 attractif. On additionne les notes attractivité par taxon sur chaque espèce végétale, et c'est ainsi que j'obtiens mon score. Voilà, le score initial, mon note 80 tout à l'heure, que je multiplie par mes différents coefficients et j'obtiens ce qu'on appellera le score final. Voilà, donc voilà comment se caractérise l'outil. C'est peut-être le moment de prendre un petit temps de questions, Pascaline. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat, avant de parler des expérimentations mises en place pour tester cet indicateur de qualité des haies. Oui, eh ben, tout à fait, Romain. Il y a déjà quelques petites questions dans le chat et je vous en remercie. La première, c'est l'indicateur est-il transposable à d'autres régions que le Grand Est ou la Lorraine? Alors, on va retrouver essentiellement des essences qu'on retrouve dans le quart Grand Est, on va dire. C'est-à-dire que les bases oxylaires et oxyherbes, elles ont une certaine flore, en fait, qui sont référencées. Donc, je dirais en tout cas pour la Lorraine et pour le quart Grand Est, plutôt oui. Par contre, si on va dans d'autres régions avec un climat un petit peu différent, une flore un petit peu différente, peut-être que non, en tout cas, l'indicateur sera plus adapté. Merci Romain. Une question très pragmatique. Combien de temps faut-il pour caractériser une haie et arriver à avoir le score? Alors là, tout dépend, je dirais, de sa connaissance en botanique. Alors pour un non-initié, je dirais 2 heures minimum, voilà, voire un petit peu plus. Et pour celui qui a des bonnes bases en botanique, je dirais moins de 2 heures. D'accord, ok. Est-ce que vous, alors une petite suivante, est-ce que vous prenez en compte l'entretien des haies dans le calcul? Oui et non, dans le sens où dans les coefficients typologiques en fait qu'on applique pour venir pondérer le score initial, il y a certains types de haies qui prennent en compte le fait qu'elles soient taillées, soit en sommet, soit en façade. Mais pour le reste, non, on n'a pas intégré ce paramètre du fait qu'il y ait une action de taille ou surtout le type de matériel, si c'est une épareuse ou un lamier. Donc c'est vrai que ça pourrait faire partie des éléments qui viendraient améliorer l'indicateur. Mais en tout cas, non, pour le moment, on n'a pas intégré cet entretien. Ok, une petite dernière qui vient d'arriver là. Comment ont été définis, tu peux nous en dire un petit peu plus, comment ont été définis les coefficients pour l'abondance et la typologie que tu as évoquées rapidement? Oui, alors pour la partie abondance, on a utilisé des indices de Shannon pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un indice qui est calculé et qui donne une information sur la diversité végétale qu'on va retrouver dans la haie. Donc plus elle sera diversifiée, plus l'indice il va augmenter, donc favoriser finalement le score final. Et concernant la typologie, on a pris en fait les différentes définitions. C'est des définitions qui avaient été données par l'OFB à l'époque. Il y en a une dizaine de mémoire. Et donc on a appliqué des coefficients qui varient entre 0 et 1,5. Alors à dire d'experts, donc, si je prends un exemple, ben, on considère en fait qu'une haie qui est multistrate, elle aura un coefficient plus élevé par rapport à une haie qui serait dégradée ou qui vient d'être implantée, quoi. Voilà. Merci. Et je pense que ça répondra. Il y a une question qui venait d'arriver. Quels sont les coefficients que vous utilisez pour obtenir le score final? Je pense que ça rejoint cette même question. Pour caractériser les essences de la haie, réalisez-vous l'inventaire floristique sur toute la longueur de la haie ou alors sur une partie, par exemple 20 mètres de long? Alors, en fait, tout dépend de la taille de la haie. Si on est sur une haie qui est supérieure à 150 mètres, ben, on découpe en fait des tronçons de 50 mètres.
Voilà. Et si elle est inférieure à 150 mètres, en fait, on fait la caractérisation complète, quoi. Donc, si la haie est vraiment grande, oui, en fait, on prend des échantillons, une cinquantaine de mètres, et donc ça nous fait 3 répétitions, et on considère que qu'elle est représentative, en fait, de l'ensemble de la haie. Voilà. C'est des tronçons qu'on applique. Donc, c'est plutôt 50 mètres que 20 mètres. 50 mètres, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puisqu'on a un petit peu le temps, hein, la strate arbustive est-elle plus attractive que la strate herbacée pour les auxiliaires? Là, je dirais que c'est en fonction de la quantité de fleurs disponibles. Je dirais que si on a une strate herbacée qui est très fournie en fleurs par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la strate arbustive, bah forcément que ça aura une attractivité qui est plus intéressante pour les auxiliaires. Donc je pense que là, il y a une question plutôt sur la ressource florale. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que les auxiliaires vont venir se nourrir ou pas dans cette partie-là, quoi. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour moi pour l'instant. Je vous remercie. Ok, très bien. Du coup, on clôture cette partie questions. Merci pour vos questions. Donc, le projet, finalement, autour de cet indicateur, eh bien, il va s'articuler autour de plusieurs questions. La première qu'on s'est posée, c'est déjà, est-ce que le score de la haie a un effet sur l'abondance des auxiliaires collectés dans la haie? Voilà. Est-ce que le score, deuxième question, a un effet sur leur trait fonctionnel, c'est-à-dire sur le régime alimentaire ou bien sur leur habitat? Et enfin, au-delà du score de la haie, mais Ève en parlera dans la partie résultat, on s'est interrogé également aux autres interactions qu'il pouvait y avoir, notamment vis-à-vis de l'environnement, sur ces communautés d'auxiliaires. Donc, vous le verrez dans la partie résultat. Et donc, pour répondre à ces questions, on a utilisé un couple de haies. Voilà, on travaille sur la haie et un mode de piégeage bien spécifique qui est la tente malaise et que Flora vous décrira juste après. Donc ça, c'est les premières questions vraiment liées à la haie, mais vous verrez qu'on s'est également interrogé sur ce qui se passe dans la parcelle, à savoir est-ce que le score de la haie a un effet sur la dissémination des auxiliaires dans la parcelle adjacente. Et est-ce qu'il y a un effet de la distance, c'est-à-dire est-ce que plus je m'éloigne de la haie, plus je vais avoir d'auxiliaires ou pas? Voilà, ça c'est 2 questions qu'on s'est posées. Et donc pour le mesurer, on va travailler sur les mêmes haies et on va utiliser des modes de piégeage un peu particuliers puisqu'on va utiliser des protocoles d'aspiration et on va également faire des mesures d'observation sur plantes pour mesurer s'il y a des pucerons sur épis ou s'il y a des pucerons sur feuilles. Et enfin, une fois qu'on a obtenu les résultats, vous verrez qu'on s'est interrogé également sur la manière de gérer les pucerons sur épis en blé, de voir si on pouvait reconsidérer finalement les seuils d'intervention en vigueur. Alors, déjà, on doit s'interroger sur les types de haies qu'on va utiliser pour mettre en place finalement notre dispositif expérimental. Donc, la première étape, c'est de trouver des haies avec des scores très contrastés. Donc, on retrouve la cartographie des haies qu'on retrouve à Saint-Hilaire. On vous a mis un petit code couleur pour identifier les différentes gammes de haies qu'on peut retrouver. Donc, on les a classifiées en 3 catégories, des scores plutôt faibles, des scores moyens, des scores élevés. Et donc, l'idée, c'était de trouver un couple qu'on nommera H+ et H-. H+, qui est une haie plus qualitative par rapport à la haie H-. Donc, première étape, trouver 2 haies avec un score contrasté, mais aussi faire en sorte que ces haies soient suffisamment éloignées. Donc, on parle de 500 mètres, on parle de 1 km selon les taxons qu'on étudie, pour éviter qu'il y ait des interactions, des interférences finalement entre ces 2 haies. Et enfin, avoir un environnement paysager qui est similaire, c'est-à-dire des cultures adjacentes à ces haies qui soient globalement semblables, et faire en sorte que ces haies soient isolées d'autres infrastructures agroécologiques, donc d'autres haies ou bandes fleuries, pour éviter qu'il y ait trop d'interactions avec ces dispositifs.
Sur la campagne 2021-2024, à Saint-Hilaire, on a travaillé voilà, sur ces haies que vous avez en rouge. En jaune, c'est les haies qu'on a étudiées en 2025, hein, on a changé notre couple de haies suite aux premières expérimentations. Et donc, ces haies, elles ressemblent à quoi? Donc, on les a scorées, bien évidemment. Notre H- en 2021-2024 obtenait un score de 17, voilà, une haie assez peu diversifiée, moins de strates, que la haie H+, qui, elle, a un score de 147 et qui est un petit peu plus diversifiée d'un point de vue végétal. En 2025, vous voyez, on s'est amusé à changer de couple de haies en ayant une approche où l'idée, c'était d'avoir des scores un petit peu intermédiaires. Donc, notre haie H- a un score plus élevé que les années précédentes, et idem pour notre haie H+. Donc voilà, pour évaluer ces deux haies sur leur attractivité auxiliaire, on a utilisé la tente malaise et c'est là où je te laisse la main, Flora. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi la tente malaise et concrètement comment ça fonctionne. Oui, merci Romain. Alors, pour répondre donc à une partie de ces questions de recherche, donc notre choix s'est porté sur cette tente malaise, en effet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une tente malaise? Au moment tu as le contrôle, Flora. Ouais. Écoute, je veux bien que tu... Ah, c'est bon. Je vais passer le Désolée. micro. Ouais. Ok, merci. Ouais, donc les tentes malaises, c'est un outil de piégeage des insectes volants qui est fréquemment utilisé. Son fonctionnement est très très simple. C'est un piège d'interception. Donc les insectes en vol sont arrêtés par la barrière verticale de la tente. Et le réflexe de la plupart des insectes, une fois qu'ils sont arrêtés par cette barrière, c'est de remonter vers la tente, la partie de la tente qui est blanche, puis de remonter encore vers le flacon de collecte qui se trouve au bout de cette tente. Ce piège, le flacon qui contient de l'alcool à 70 degrés qui permet de garder les insectes en bon état. Donc ce piège, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est non attractif et qui permet un piégeage des insectes en continu. Ça, c'est vraiment important. Peu importe les conditions, il piège. C'est un outil qui est régulièrement utilisé pour évaluer l'entomofaune volante présente dans un milieu. Or là, nous, si tu peux passer la diapo d'après. Merci. Nous, là, l'objectif, ce n'était pas d'étudier l'ensemble d'un paysage ou d'un milieu, c'était vraiment de se focaliser sur les haies. Par rapport aux conditions que Romain vous a données, ça rajoutait encore des conditions de positionnement des tentes malaises. Donc, ça devenait vraiment un casse-tête de positionnement. Parce que, en plus de tout ce que Romain vous a dit sur l'éloignement entre les tentes, il fallait au mieux, on a fait au maximum pour que, en plus, les tentes soient perpendiculaires à la haie, parce que la haie correspond souvent, est souvent un couloir de vol en fait pour les insectes. Donc, on s'est mis perpendiculairement à ce couloir de vol pour capter des insectes. Il fallait aussi prendre en compte le vent dominant, puisque forcément, les masses d'insectes sont aussi fortement impactées par ces vents dominants, et orienter le pot collecteur direction sud-sud-ouest pour favoriser le côté lumineux, quoi. Donc tout ça, ça a vraiment impacté notre choix des haies et l'a rendu assez compliqué. Le calendrier de suivi, il a été le même toutes les années sur la station. On a implanté des tentes malaises au 15 avril, autour du 15 avril. L'équipe de Romain a fait des relevés hebdomadaires pendant 16 semaines et les tentes ont été démontées au 15 août. Entre-temps, les flacons nous ont été envoyés pour identification. Donc ça faisait au total 16 semaines de collecte. Pourquoi cette période? Donc c'est vraiment la période en fait qui est la période d'activité principale pour les taxons qu'on a choisi d'étudier. Donc les taxons en question, ce sont ceux-ci. 5 taxons, plus un comptage des hyménoptères parasitoïdes également. Pourquoi ces taxons? Alors déjà, qu'est-ce qu'un taxon? Un taxon, c'est un groupe d'insectes. Ça peut être une famille, ça peut être un ensemble, enfin voilà, ça peut être un genre, ça peut être plus large. Par exemple, les sphécides, c'est un ensemble de familles. Les spéciformes, c'est un ensemble de familles. Mais un taxon, c'est un groupe d'insectes. Donc, ces taxons-là ont été ciblés parce qu'une forte proportion des espèces au sein de ces taxons est aphidiphage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aphidiphage? Ça veut dire qu'ils sont prédateurs de pucerons. Donc, ce n'est pas toutes les espèces au sein de ces taxons, mais c'est une majorité. Donc, ça, c'est important.
Et puis, c'est aussi important de comprendre que la prédation au sein de cet taxon ne se fait pas à tous les stades de développement. Par exemple, les cirques, seules les larves en fait, de certaines espèces sont prédatrices. Et par exemple, chez les sphécides qui sont moins connus, donc les sphécides, ce sont ces hyménoptères qu'on voit ici. Chez les sphécides, là, c'est l'adulte, c'est la femelle adulte qui vient chasser les pucerons pour les ramener au nid pour la nourriture de ces larves. Ces taxons, ce sont également des très bons bioindicateurs parce on les connaît plutôt bien. Donc, on connaît bien leur écologie, on connaît bien voilà, leur régime alimentaire, leur milieu de vie, etc. Et certaines sont directement liées en fait à la présence de la haie parce qu'elle se développe dans le bois. Donc, on a dans ces taxons des espèces dont les larves se développent dans le bois. Mais, et la plupart du temps, c'est plutôt ça. On en a aussi d'autres qui utilisent ponctuellement la haie. Alors, utilisent ponctuellement la haie, comme disait Romain, ça peut être lié à la ressource alimentaire, donc à la fois de la strate herbacée et de la strate arbustide arborée, mais également, elle l'utilise comme site de nidification, c'est très très important, et comme refuge au moment de l'hibernation ou estivation. Donc la haie est multifonction par rapport à ces taxons aphidiphage. Le rayon d'action de ces taxons est très différent, c'est ce que vous disiez Romain aussi, en fonction de leur capacité de dispersion. Donc là, on a vraiment des activités qui sont différentes en fonction des taxons, plus ou moins larges, et CIRF étant les meilleurs voiliers parmi ces taxons. Donc ça, c'est vraiment important pour la suite, pour l'analyse des données, de comprendre ça. Voilà pour les taxons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au laboratoire? C'est pas quelque chose. Enfin, généralement, on en parle peu. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg. En gros, quand on reçoit les échantillons, on a reçu les échantillons d'Arvalis. La première étape, c'est une étape de tri. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'extraire les individus des taxons ciblés de la masse de l'ensemble des insectes capturés. Il faut savoir que, par exemple, sur l'étude d'Arvalis, c'est environ 400 individus étudiés par relevé, donc par temps de malaise par semaine. Et en gros, on peut doubler ce chiffre sur la masse totale d'individus capturés. Donc, c'est vraiment très conséquent, très long et minutieux et nécessite vraiment une vérification. Il y a toujours 2 personnes qui passent derrière un échantillon pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, pas d'oubli. Et ensuite, c'est dispatché. Donc, c'est la deuxième phase, c'est l'identification à l'espèce. Le à l'espèce, il est fondamental. Pourquoi? Parce que en l'absence de la notion d'espèce, il est quasiment impossible, ou enfin, pour certains genres, c'est faisable, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, il faut qu'on aille à ce niveau d'analyse pour comprendre le régime alimentaire, donc s'ils sont aphidiphage ou non, et puis le milieu de vie, pour connaître le milieu de vie de ces espèces. Donc chez nous, ça part, en fait, chacun est spécialisé, donc il n'y a que moi qui ne suis pas entomologiste, mais tous mes collègues le sont, donc on a des hyménoptéristes, des coléoptéristes, etc. Et ils utilisent donc des clés de détermination et des collections entomologiques de référence pour aller donc jusqu'à l'espèce et bien comprendre ce qui se passe. Donc je vous ai juste mis une petite illustration, par exemple des pinfredons. Voir si tu peux passer. Ouais, donc là, je vous ai mis 2 pinfredons, donc ce sont des spécides. Donc, c'est la même famille, ce sont 2 espèces différentes et c'était juste pour vous illustrer. Je vous ai mis aussi la photo de la boîte des pinfredons chez nous. Enfin voilà, les pinfredons, pour moi qui ne suis pas du tout entomo et qui pourtant apprécie ça, c'est vraiment, ils sont tous pareils, quoi. Donc il y a vraiment une difficulté technique et il y a besoin d'une bino et il y a besoin d'aller sur des critères qui sont très spécifiques pour identifier à l'espèce et comprendre leur milieu de vie et leur régime alimentaire. C'est toujours pareil, quoi, pour connaître vraiment, pour bien les connaître et bien analyser. Merci Flora. Du coup, voilà, elle vous a expliqué comment est-ce qu'on mesurait concrètement la quantité d'auxiliaires qui vont graviter autour de la haie. Mais comme je vous le disais, on s'est intéressé également à ce qui se passait dans la parcelle. Et donc, pour le mesurer, on a des protocoles un peu particuliers dans le sens où on fait des aspirations à différentes distances, 10 mètres, 30 mètres, 100 mètres, dans la parcelle adjacente à la haie. Et on vient également faire des observations sur plantes pour détecter s'il y a une présence de pucerons sur les épis ou s'ils sont plutôt localisés sur feuilles. Enfin voilà, on a ces 2 protocoles d'observation. Concrètement, comment ça se passe?
Donc sur le terrain, on a une personne qui se munit d'un aspirateur souffleur, en fait, sur lequel on vient placer à l'entrée du cône un filet qui a la même maille en fait que la tente malaise. On aspire environ 30 secondes sur un quadrat d'1 mètre carré et on vient refermer en fait ce filet qu'on vient placer au congélateur pour pouvoir faire une identification le lendemain au laboratoire. Alors là, on ne va pas jusqu'à l'espèce comme un laboratoire d'entomologie puisqu'on n'a pas les compétences, mais on s'arrête plutôt aux familles, aux groupes taxonomiques, et ce sont les mêmes taxons qui sont quantifiés que ceux qu'on a présentés pour les tentes malaises. Et donc, sur le terrain, voilà comment ça se passe. Vous avez votre haie ici qui est schématisée. On fait des quadrats d'1 mètre carré répétés plusieurs fois et à différentes distances, 10 mètres, 30 mètres, 100 mètres. On y reviendra dans la partie résultat, dans l'idée où on regarde s'il y a une dissémination qui est plus ou moins forte des auxiliaires dans la parcelle. Après, côté observation, voilà, on vient faire des comptages sur le blé, très clairement. Donc, on regarde sur l'épi, sur la feuille s'il y a des pucerons, s'il y a des auxiliaires. Et ces périodes de suivi s'étendent de grosso modo fin avril à mi-juin. Et en fait, on cherche à cibler en fait la sensibilité du blé aux pucerons des épis. Je pense que c'est le moment de prendre un petit temps de questions, Pascaline, puisque après on rentrera dans le projet Oxyferme et puis on parlera de la partie résultat. Donc c'est le moment de poser vos questions. Oui, tout à fait, d'autant qu'il y a quelques petites questions, effectivement. Je vais commencer par la première. En plus, donc, tu compares des haies à H+, H-, il y a ce couple. Est-ce que tu peux revenir sur comment tu limites les biais entre les deux haies comparées? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on s'éloigne au maximum l'une de l'autre. Voilà, on parle de 500 mètres en règle générale pour avoir les haies, enfin, l'éloignement des haies suffisant. 500 mètres, c'est 1 km selon certains taxons comme les cirques qui sont très mobiles. Et donc, en fait, on fait le maximum pour éviter voilà, les interactions auxiliaires entre nos deux haies. Et donc, on isole ces deux haies qui sont comparées et on essaye de s'isoler aussi d'autres IAE, c'est vrai, comme les bandes fleuries, d'autres haies, et en essayant d'avoir des environnements paysagers qui soient, je dirais, similaires, c'est-à-dire les mêmes cultures de part et d'autre de la haie. Voilà. On essaye en fait de s'affranchir d'un effet cumulatif que ces différents éléments peuvent avoir entre eux sur les auxiliaires. Dans le même ordre d'idée, en plus du couple H+, H-, avez-vous envisagé de réaliser des suivis d'entomofaune équivalents dans une parcelle agricole? C'est-à-dire s'il y avait une parcelle au sein de l'exploitation agricole en absence de haies? Non, on n'a pas fait en absence de haies, non. Ouais. Il me semble qu'on s'était posé la question à un moment, au moins pour faire des aspirations et des observations. Bon, mais pour le moment, effectivement, ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Tout à fait. Pourquoi ne pas avoir suivi également les auxiliaires rampants? Pourquoi on n'a pas suivi les auxiliaires rampants? Parce que déjà, il y a une grosse partie, on va dire, sur la partie volante, et c'est vrai qu'en coup d'analyse, ça peut vite devenir aussi stratosphérique quand on essaye d'étudier tous les taxons en même temps, et surtout qu'on a en fait, voilà, le projet initial, c'était vraiment de s'intéresser à la partie paysagère, donc sur des environnements assez larges, et donc c'est vrai que les auxiliaires volants étaient plus sensibles à cette partie-là, paysagère. Et sur les rampants, on a, je dirais, d'autres projets qui nous permettent d'assurer des suivis sur ces taxons-là, notamment le projet LIFE, sur lequel on fait partie des fermes pilotes et sur lequel il y a des suivis effectivement carabes avec des pots barbeurs où en fait on compare des aménagements plus ou moins vieux, ça peut être des bandes fleuries ou des haies. Donc on a d'autres projets qui viennent complémenter, on va dire, ces travaux. Merci Romain. Une petite question pour toi, Flora, du coup. Comment sont valorisées ces données d'identification par le laboratoire? Sont-elles partagées? Et puis surtout, est-ce que ce travail permet finalement d'améliorer les connaissances entomologiques sur une région, à l'échelle d'une région? Ouais,
c'est vraiment une bonne question. Pour nous, c'est très, très important cette partie-là de valorisation et puis de diffusion. Donc, en effet, ces données sont des données qui sont publiques, puisqu'elles sont, elles sont issues de financement public en partie. Du coup, bien sûr qu'elles seront partagées. Après, elles seront aussi valorisées dans le cadre d'articles. Donc, on a prévu 3 articles qui vont bientôt sortir sur le projet que va vous présenter ensuite Romain. Mais en effet, l'objectif de valorisation, il est énorme et il est notamment énorme et fondamental parce qu'on a une méconnaissance très importante dans certains départements de l'entomofaune et en particulier dans les milieux agricoles. L'entomofaune agricole est pas très bien vue alors qu'en fait, il y a des choses super intéressantes. Et donc, tout ce qui est découverte, etc., ou première mention d'espèces, on le valorisera parce que c'est important de montrer que voilà, dans ces milieux agricoles, il se passe plein de choses et il faut à tout prix que tout le monde puisse avoir accès à ces données. Tout à fait. Très bien, je comprends que ce sont des données précieuses du coup. Une deuxième petite question, peut-être par un participant qui a envie de se lancer dans un suivi, qui pose la question du prix et de la durée de vie d'une tente malaise, voire du prix d'une analyse. Oui. Alors, une tente malaise, c'est fragile. Donc, une tente malaise, la durée de vie, c'est, voilà, si on s'en occupe bien, c'est 3 ans, mais ça n'ira jamais au-delà. Enfin, vraiment, surtout que là, on est sur 16 semaines de relevé, donc vous vous rendez compte, ça fait des durées où elles sont dehors, aux intempéries, etc., qui sont importantes. Donc, pour 16 semaines de suivi, il faut compter 3 ans maximum. Et c'est un coût environ, tout équipement au global, ça fait à peu près 450 €. Quoi. Voilà, c'est à peu près la fourchette pour une tente malaise. Pour les échantillons, donc c'est ce que disait Romain, en fait, on ne sait pas, enfin, Arvalis ne s'est pas non plus lancé dans les remparts, etc. Parce que les coûts, enfin, c'est aussi pour ça qu'on vous a parlé et que c'est important d'insister sur la partie immergée de l'iceberg de qu'est-ce que c'est le tri, l'identification au labo, c'est que c'est très long et du coup, c'est coûteux. Donc, environ un échantillon pour une semaine, et ben c'est environ 130 €. Donc, vous imaginez, multiplié par 16, multiplié par le nombre de tentes malaises, donc ça fait vite des chiffres importants. Merci Flora. Et une petite dernière qui vient d'arriver, là, 16 semaines justement, c'est une durée minimum. Pourquoi 16 semaines et est-ce que ça peut être variable? Ouais, alors 16 semaines, c'est parce qu'en fait, donc sur ces 5 taxons, on a des taxons qui démarrent très très tôt, comme les cirfes. On a des taxons, c'est donc les cirfes, on a des bêtes qui sont déjà là en mars, avril. Donc on essaye de capter les premières espèces de cirfes qui y arrivent, mais on essaye aussi d'avoir les sphécides qui évoluent surtout au moment où il fait chaud, donc jusqu'en août. Donc en fait, c'est vraiment une plage qui nous permet d'avoir des données robustes, d'avoir une bonne idée de ce qui se passe printemps-été sur ces taxons-là, donc leur évolution dans le temps, etc., et leur développement. Donc, c'est vraiment, 16 semaines, c'est déjà énorme, mais ça nous permet d'avoir une bonne image de l'ensemble des taxons pour la période. Quoi. Après, on peut faire, moins on fait, et moins on a une bonne image, et plus on fait, plus c'est coûteux. Voilà. Donc là, on essaye d'avoir la plage, enfin, le temps le meilleur rapport qualité-investissement. C'est très clair. Merci Flora. Une petite dernière qui vient d'arriver. Je pense que c'est pour toi Romain. À quelle période faites-vous les aspirations? Est-ce que vous multipliez le nombre d'aspirations en fonction des stades des céréales jusqu'au stade pâteux? Jusqu'à quel stade? Alors, je disais donc de fin avril à mi-juin, ça c'est pour la période de suivi. Et puis après, on fait systématiquement le même nombre de répétitions en fait par distance. Donc, je parlais de 10 mètres, 30 mètres, 100 mètres. Oui, en fait, la plage, elle couvre en fait la période de sensibilité du blé qui va grosso modo de début épiaison jusqu'à l'apparition du stade grain-pâteux. Voilà, donc nous, on prend une fourchette qui va soit un peu avant, soit un peu après pour vraiment entourer ce stade. Voilà, donc c'est grosso modo fin avril, mi-juin. Parfait, c'est tout pour moi. Eh ben, super, on continue alors. Merci pour ces questions. Du coup, faut savoir que les premières années de suivi, en tout cas à Saint-Hilaire, nous ont permis de mettre en évidence un effet du score sur les haies qu'on a pu étudier voilà, à Saint-Hilaire. Pour confronter l'indicateur à une plus grande diversité de situations et de types de haies, on a progressivement en fait élargi le projet à une échelle plus régionale.
Et c'est là où on parle réellement du projet Oxyferme. Le projet Oxyferme, c'est un projet qui est soutenu par la région, l'Agence de l'eau et le groupe Nestlé, hein, qu'on remercie au passage, et qui rassemble plusieurs partenaires dans la région Lorraine, à savoir Agriver, on aura d'ailleurs le témoignage de Aude tout à l'heure, l'ENSAIA de Nancy, la Chambre d'agriculture de la Meuse et le CPIE de la Meuse, sans oublier le laboratoire d'éco-entomologie basé à Orléans qui nous assure en fait l'identification de toutes les petites bêtes qu'on collecte. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce projet? Alors, il y a plusieurs actions. La première étape, en fait, c'était de partager l'outil qu'on vous a présenté pour scorer des haies, de sélectionner finalement le couple de haies qu'on allait étudier, de faire des suivis auxiliaires via des tentes malaises, mais également de voir ce qui se passe dans les parcelles agricoles en faisant des observations sur plantes. Donc, vous avez ici une carte avec grosso modo tous les sites d'expérimentation qui sont éclatés un petit peu sur la Lorraine. On a un référentiel qui est quand même qui commence à devenir assez conséquent, puisque chez Arvalis, on a 5 ans d'ancienneté sur les suivis, Agriver 3 ans, les autres sites 2 ans. Et donc, ce projet nous permet de capitaliser quand même beaucoup de données. Donc, ça nous permet de constituer un référentiel, mais surtout d'animer des groupes de travail sur la manière dont on pourrait l'améliorer, cet indicateur, mais également, j'en parlais dans les questions de recherche, de réfléchir au vu des résultats, si ça permet ou pas de reconsidérer finalement les seuils d'intervention dans la gestion des pucerons sur épi. Donc avant d'entrer dans les résultats obtenus, je vous propose d'écouter Aude, responsable biodiversité chez Agriver, qui va nous partager son expérience en tant que partenaire du projet. Bonjour Aude, tu peux peut-être nous dire dans un premier temps qui tu es, qu'est-ce qu'Agriver et quelles sont tes missions? Bonjour à tous, merci Romain. Quelques mots pour me présenter. Aude Laméran, moi je suis responsable biodiversité chez Agriver. Donc j'ai rejoint l'équipe d'Agriver il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Pour la mise en œuvre en fait d'actions opérationnelles en faveur de la biodiversité. Donc je travaille sur les écosystèmes, la faune, la flore. Et j'ai avec moi une équipe de 12 personnes, donc passionnées et engagées. On a pour mission, point principal, de préserver les sols et les écosystèmes naturels autour des sources de vie telles, Contrex et épars. Et on se concentre sur 3 grands types de milieux: le milieu forestier, tout ce qui est haute surface, cours d'eau, et bien évidemment tout le milieu agricole et bocager. Donc, ce qui fait un territoire au total qui couvre une superficie de 11 400 hectares. Voilà. Ok, très bien, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer à présent pourquoi est-ce que tu as rejoint le projet Oxyferme? Alors, on a décidé de rejoindre le projet Oxyferme parce que ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ça mobilise en fait plusieurs acteurs engagés. Et du coup, on a ces échanges tous ensemble, enrichissants, tous ces retours d'expérience donc sur différents secteurs donc du territoire Grand Est, et on partage nos connaissances. Et ça, c'est vraiment essentiel pour renforcer nos actions justement donc en faveur de la biodiversité et en particulier ici la biodiversité fonctionnelle. Et l'objectif principal évidemment de ce projet, qui est le développement d'un indicateur centré sur la haie, ça va être de pouvoir justement avoir un référentiel déployable à grande échelle sur différents territoires. Et en collaborant avec ces différents autres acteurs, en fait, on va pouvoir expérimenter ensemble des méthodes et des pratiques qui auront un impact justement positif sur ces écosystèmes. Justement, puisque aujourd'hui on parle d'un indicateur qui est centré sur la haie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que la haie est une place forte sur ton territoire et dans ton travail? Oui, alors du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un territoire donc, qui représente en gros, c'est la taille de Paris, 11 400 hectares. Et donc, on travaille donc au quotidien sur le terrain, donc en accompagnant donc 40 agriculteurs partenaires donc vers des pratiques plus durables, et en particulier donc dans la gestion et le maintien des haies. Et c'est sur notre territoire, ça représente plus de 250 km de linéaire. Donc, vous voyez, c'est assez conséquent. Donc, on a vraiment une forte présence des haies sur le territoire. On est en polyculture élevage, donc un milieu très bocager. Et on cherche bien évidemment à évaluer dans quelle mesure les pratiques de gestion vont contribuer
aux différents services apportés par les haies. Donc, notamment tout ce qui joue un rôle dans la gestion de l'eau, donc réduire le lessivage des nitrates, en améliorant ainsi la qualité de l'eau, favoriser l'infiltration, réduire le ruissellement, tout ce qui est évidemment piégeage de polluants éventuels, et puis évidemment toute la partie plus biodiversité au sens large, donc l'accueil de la faune et de la flore, et la partie qui nous occupe ici, c'est-à-dire préserver la fonction d'accueil des auxiliaires et des chaînes trophiques qui y sont liées. Donc aujourd'hui, les haies, elles servent de refuge donc pour de nombreux auxiliaires qui vont être essentiels, donc on l'a dit tout à l'heure, à la pollinisation et à la régulation des bioagresseurs. Et donc cette fonction de régulation des bioagresseurs, elle est d'autant plus importante que localement, donc nous appliquons un cahier des charges qui interdit l'utilisation de pesticides. On est donc sur un territoire zéro phyto. Et alors du coup, concrètement, qu'avez-vous fait dans le projet Oxyferme? Parce que là, je vois par exemple que sur les images, vous avez caractérisé des haies, je vois qu'il y a des tentes malaises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et alors, on est passé par plusieurs étapes, hein. Donc, comme tu l'as dit, tu le soulignais tout à l'heure, donc plus de 3 ans maintenant qu'on est engagé à vos côtés. Donc, la première étape, ça a été de scorer l'ensemble de nos haies. Donc, l'ensemble de nos 250 km, donc, en utilisant l'indicateur de qualité donc, que vous avez déployé justement à Arvalis. Donc, l'ensemble de ces données, elles ont été référencées dans une base de données, donc la fameuse calculette Excel avec les différents scores, et également avec un fichier QGIS, hein, donc un géoréférencement qui permet de visualiser l'ensemble des haies sur le territoire, donc selon le score obtenu. Et donc, ce référencement, eh bien, ça nous a permis de sélectionner des haies qui avaient donc toutes les caractéristiques requises pour mettre en place un suivi auxiliaire avec les tentes malaises et de choisir en fait un couple de haies, donc H+, H-, avec des scores différents. À noter quand même petite nuance que nos scores sont moins contrastés que chez Arvalis. Et comment tu t'es approprié finalement cet indicateur de qualité des haies? Est-ce que ça a été facile pour toi à prendre en main? La prise en main, honnêtement, de l'indicateur, ça s'est très bien passé. Il y a juste le petit bémol que la lisibilité des scores calculés automatiquement, elle peut encore être améliorée. C'est pas toujours intuitif au départ. Par contre, voilà, très facile d'ajouter des espèces qui peuvent être spécifiques à notre territoire, avec une adaptation du score selon le niveau d'abondance. Voilà, quelque chose qui a été pris en main relativement vite et facilement. Et du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter, ce projet, notamment auprès de vos agriculteurs? Par rapport aux agriculteurs, un des principaux défis qu'on rencontre, en fait, c'est la perception des agriculteurs. Donc, cette perception, donc, les agriculteurs voient souvent les haies comme une contrainte plutôt que comme un atout, hein, je vous apprends rien. Et c'est notamment lié au fait que les services rendus par les haies, donc, tels que la régulation des bioagresseurs, l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc, ce sont des services qui sont peu palpables, difficiles à quantifier. Et ça rend leur valeur moins évidente pour les agriculteurs. Et du coup, en apportant finalement des preuves tangibles des bénéfices des haies via une démarche expérimentale, donc comme c'est fait dans le projet Oxyferme, on espère pouvoir changer cette perception et encourager une gestion plus durable. Tu nous as parlé tout à l'heure que vous avez référencé du coup l'ensemble de vos haies sur votre territoire, que vous l'avez référencé sur un SIG comme QGIS, vous avez donc scoré toutes ces haies. Mais quel usage en fais-tu aujourd'hui auprès de tes agriculteurs partenaires ou peut-être même demain? L'usage de demain, du coup, c'est de pouvoir utiliser ces scores en fait pour promouvoir la gestion durable des haies et permettre de sensibiliser nos agriculteurs en fait aux bénéfices écologiques qu'elles apportent, donc notamment en matière de régulation des bioagresseurs. Et c'est en lien avec l'accompagnement technique en fait que l'on prodigue sur le terrain, où on travaille directement avec eux en fait pour les aider à comprendre l'importance des haies justement dans leur exploitation, dans leur agrosystème. Et notamment, on travaille à élaborer des plans de gestion durable des haies, donc qui est un outil d'aide à la planification, hein, qui doit permettre à l'agriculteur de mieux connaître ses haies et de comprendre comment et pourquoi les gérer durablement. Et du coup, en intégrant en fait des indicateurs liés à la biodiversité fonctionnelle, on espère pouvoir préserver et renforcer cette fonction d'accueil des haies pour les auxiliaires, donc tout en favorisant la faune et la flore associées. Super, merci Aude pour ce témoignage super intéressant. Je t'en prie, Romain.
Oui, oui, merci. Maintenant, je vous propose que vous ayez vous avez une vision sur le contexte, sur l'outil de scoring, sur la méthodologie associée pour pouvoir le tester. On va passer sans plus attendre à la partie la plus intéressante qui sont les résultats. Et cette fois, je laisse la main à mes collègues Ève Grosjean et Xavier Mesmin. Ève, Xavier, c'est à vous. Je vous donne la main. Si tu peux redemander, Ève, j'ai loupé le. Voilà, c'est bon. Je te donne le contrôle. A priori, c'est bon. Non, ça ne fonctionne pas pour le moment, mais je vais leur demander juste au cas où. Ouais, ça ne fonctionne pas pour moi. Ok, vas-y, je passe les diapos pour toi. D'accord, ok. Donc là, on va vous présenter les résultats de nos analyses statistiques sur 5 ans d'études. Donc en fait, on a découpé ces résultats en 2 parties. Donc la première partie, elle va surtout être sur les tentes malaises. Donc comme vous l'avez vu précédemment avec Romain, c'est vraiment la partie qui nous permet d'évaluer les auxiliaires volants au sein de notre haie. Et ensuite, on va avoir une deuxième partie sur les aspirations. Et donc cette deuxième partie-là, elle va évaluer en fait nos auxiliaires au sein de la parcelle agricole. Donc on va avoir, en fait, on va évaluer toute la dissémination des auxiliaires ainsi que en fait la quantité et l'abondance de pucerons également qu'on n'a pas en tente malaise, puisqu'en tente malaise, on va avoir que les auxiliaires. Donc sur les tentes malaises, on a les résultats de nos 5 sites, donc avec nos partenaires. Donc on a les résultats d'Arvalis, ainsi que les résultats d'Agriver, du CPIE, de l'ENSAIA et de la Chambre d'agriculture. Et la question qu'on s'est posée sur les tentes malaises, c'est vraiment est-ce que le score de la haie qu'on a mesuré a un effet sur l'abondance des auxiliaires collectés. Voilà. Romain, tu peux passer si c'est OK. Donc, en premier lieu, je vais vous faire un petit état des lieux un peu des scores qu'on a obtenus chez Arvalis et chez nos partenaires. Donc, on a les scores en jaune qui sont pour la haie à faible score et les scores plutôt élevés en vert pour la haie à haut score. Donc, pour nos partenaires, on voit qu'on n'a que 2 années de suivi, 2024-2025. Tandis que pour Arvalis, on a vraiment les 5 années de suivi de 2021 à 2025 et on a également un changement de haie. Donc en 2021-2024, on avait la même haie et 2025, comme vous avez montré Romain précédemment, on a une nouvelle haie. Donc voilà, quand on regarde les scores des haies en H-, donc ça marche par site, voilà, on a des scores en général qui sont inférieurs à 100. Sauf exception pour le CPE qui ont vraiment eu même une haie à faible score assez élevé. Et pour les scores, pour les haies à haut score, on a des scores en général qui vont être supérieurs à 100. Voilà, à l'exception de l'ENSAIA qui est à 91, mais qui se rapproche fortement des 100. Donc les taxons qu'on a étudiés, c'est les taxons que nous a présenté Flora. Donc c'est ceux qui nous intéressent parce qu'en fait, c'est des consommateurs de pucerons donc, qui sont à filiphage. Donc, on a les cantharides, chrysopes, spécides, cirphes et coccinelles. On n'a pas étudié les parasitoïdes parce qu'ils sont en trop grand nombre. Donc, en fait, dans nos statistiques, ils vont être amenés à écraser les autres groupes d'auxiliaires. Donc, ensuite, je vais vous présenter un petit graphique qui nous montre l'abondance totale des auxiliaires selon le type de haie sur un cumul de toutes les années d'études. Donc, on a l'abondance par partenaire. Donc, en ordonnée, on a l'abondance totale. Et en abscisse, on a les haies à faible score qui sont en jaune et les haies à haut score qui vont être en vert. Donc, ce qui est intéressant sur ce graphique-là, c'est que on n'a que Arvalis qui est significatif quand on fait des tests statistiques. Et on remarque que la haie à faible score a une abondance vers 3000 d'auxiliaires, vers 3000, qui est beaucoup plus faible que la haie à haut score, qui va avoir le double en abondance vers 6000. Les autres sites, donc Agriver, la Chambre, CPE, ENSAIA, ne sont pas significatifs, même si des fois, quand on regarde par exemple la Chambre, on a l'impression que la tendance est inversée et qu'on a en fait les haies à faible score qui ont une abondance d'auxiliaires totale sur les 2 années plus forte que la haie à haut score.
mais ça a été non significatif, donc on ne peut pas en tirer des tendances ou des conclusions. Et donc forcément, enfin voilà, la seule conclusion qu'on peut tirer, c'est pour Arvalis que la haie à haut score a une abondance plus élevée que la haie à faible score. Alors, on va poursuivre avec des résultats détaillés dans le temps. Ce que vous a présenté Ève, là, c'était des cumuls sur toute la saison de piégeage et pour les 5 groupes d'insectes sur lesquels on travaille là. Et donc, à partir de maintenant, dans ces résultats tente malaise, on va rentrer dans le détail de la dynamique temporelle et puis également dans le détail de l'effet haie. Donc ici, je vous présente un exemple sur les 5 taxons qu'on avait. Donc ici, c'est l'exemple des guêpes sphécides. Ça vous permet de voir en fait l'ampleur des données disponibles. On a donc vous avez bien les 5 partenaires en ligne, donc Arvalis Agrivert, Chambre d'agriculture de la Meuse, CPIE de la Meuse et puis l'ENSAIA, et puis en colonne les années de suivi de 2021 à 2025. Et ici, chaque point à l'intérieur de chaque panneau, donc ici par exemple ce point ici, représente une donnée collectée sur la haie à faible score d'Arvalis en 2021 et précisément début juillet 2021 si on se reporte ici. Donc pour chaque panneau, vous avez en bleu le nombre de guêpes sphécides collectés sur une semaine, puisque les piégeages durent une semaine en tente malaise. En bleu au niveau de la haie à faible score et en vert au niveau de la haie à haut score. Ce que vous pouvez voir là, c'est que bon, c'est assez évident, mais c'est toujours bien de le voir. Ces bêtes ont une dynamique, donc une phénologie qui est dépendante de l'année et puis de l'endroit où on se situe. Mais enfin, grosso modo, à l'installation des tentes malaises mi-avril, on a plutôt encore peu d'individus et souvent on a plutôt des augmentations de population avec l'arrivée des beaux jours, donc plutôt courant mai et juin, avec ici parfois des augmentations qui vont jusqu'à juillet-août quand les conditions sont favorables. Vous le voyez ici sur un taxon là qui répond globalement particulièrement bien à la qualité des haies, pour les haies Arvalis, des courbes en vert qui sont assez systématiquement au-dessus des courbes en bleu. C'est le cas en particulier en 2021, 22, 23, 24 moins avec des conditions peu favorables, et puis 25, c'était encore le cas. Après, selon les sites, vous voyez que ce n'est pas toujours absolument le cas, donc c'est pour ça que au-delà de ces représentations descriptives, on est allé plus loin dans les statistiques pour voir si on avait un effet global, et si oui, sur quel taxon. Voilà, hop, là je suis allé un peu vite. Donc le premier résultat qu'on vous présente là, il est tout taxon confondu. Donc là, on entre vraiment dans les résultats statistiques, non plus dans la partie descriptive, en tout cas de la diapo d'avant. Donc pour avoir ces effets statistiques, on a réalisé une analyse avec une modélisation explicite du temps, donc précisément la dynamique temporelle qu'on présentait à la diapo d'avant, on essaie de la caler avec une courbe qui colle le mieux possible au point de données. On intègre également la qualité de la haie en variable explicative et puis le taxon. On vous a rappelé ici les 5 taxons sur la droite. Donc là, ça, c'est l'effet moyen, tout taxon et toute date du score de la haie. Donc là, on n'est plus en variable binaire faible qualité, haute qualité. On est sur un score que vous a présenté Ève 2 diapos précédemment. Et donc, on a un score qui est numérique, qui va de l'ordre de la dizaine jusqu'à un peu plus de 300. Donc on a une tendance globale à l'augmentation du nombre d'individus, donc du nombre d'auxiliaires collectés par semaine, avec l'augmentation du score de la haie, ce qui est globalement conforme à notre hypothèse de départ. Notre score, il est fait pour ça, pour représenter la qualité d'accueil des auxiliaires, et on voit que globalement, c'est en effet ce qui se passe. Donc là, en Y, c'est le nombre d'individus, c'est le nombre moyen par semaine et moyen sur ces 5 taxons-là.
Alors cette courbe moyenne, en fait, elle cache des diversités selon les diversités de réponses selon les taxons que vous avez représentés cette fois ici. Parce qu'en fait, tous les organismes qu'on a étudiés ne répondent pas de la même manière à la qualité des haies. Donc là, la courbe en violet, par exemple, représente la réponse des CIRF au score des haies. Donc, en fait, on a une réponse qui est plutôt fortement positive sur ces taxons-là. Surtout sur ce graphique-là, vous voyez aussi que ces taxons ne sont pas du tout en abondance similaire. Les CIRF sont parmi les 5 taxons ceux qui ont été collectés de manière la plus fréquente, alors que les chrysopes, ici, inversement, sont collectés assez peu fréquemment. Donc, on vous a représenté ça en séparant les taxons pour que les échelles, ici en Y, s'adaptent bien taxon par taxon. On peut commencer par les chrysopes et les coccinelles que vous voyez ici, qui ont des réponses qui sont assez neutres au score de la haie. Donc là, pour les chrysopes, vous voyez que l'échelle Y est assez faible. Pourquoi? Parce qu'on attrape relativement peu de chrysopes dans les tentes malaises, on en attrape un peu, mais c'est pas ce qu'on attrape le plus. Donc l'absence de réponse ici peut être liée soit au fait qu'elle dépend effectivement peu de la qualité des haies, et aussi au fait qu'on a dans l'ensemble peu d'individus. Les coccinelles, par contre, elles, c'est un petit peu plus robuste parce qu'on voit qu'on a plus d'individus. On a une réponse qui est faiblement positive, donc disons plutôt un effet un peu neutre sur les coccinelles. Et ensuite, on a un groupe pour lequel on a une réponse, contrairement à notre hypothèse, plutôt négative, donc avec plutôt moins de cantharines lorsque le score de la haie est élevé. Sur les cantharines, on a un nombre d'espèces relativement faible et des explosions de population assez ponctuelles. Et puis enfin, les guêpes sphécides et les CIRF qui, de leur côté, répondent toutes les deux positivement et de manière assez forte au score des haies. Donc, pour poursuivre avec l'analyse des résultats que nous a fait Xavier, là, on n'est plus par taxon, mais on est là, on mesure l'effet du score de la haie par régime alimentaire. Alors, le régime alimentaire, c'est vraiment ce que mangent, les préférences de régime alimentaire des auxiliaires, ce qu'ils mangent. Donc, on a découpé en trois régimes. On a les aphidiphages qui ne mangent que des pucerons. On a les autres qui vont manger autre chose que des pucerons. Et les généralistes qui prédatent tout type de proie. Donc, dans les aphidiphages qui sont en rouge, on voit qu'on a certaines espèces de coccinelles et certaines espèces de CIRF. Dans les autres, on va avoir majoritairement les chrysopes, toutes les chrysopes et les sphécides, avec certaines espèces de coccinelles et certaines espèces de CIRF. Et dans les généralistes, on va avoir les cantharides et certaines espèces de CIRF et certaines espèces de coccinelles. Donc, quand on regarde la courbe, c'est toujours à peu près le même type de courbe. On a l'abondance en ordonnée et le score de la haie numérique en abscisse. Et on remarque que, en fait, les différents régimes alimentaires ne répondent pas de la même manière au score de la haie. On va avoir plutôt une augmentation pour les aphidiphages et les autres, tandis que pour généralistes, on va avoir une diminution plus le score est élevé de l'abondance de généralistes au sein de notre haie. Donc, les trois régimes alimentaires répondent totalement différemment et on a l'impression qu'on a plus d'aphidiphages dans notre haie que d'autres et de généralistes, ce qui est le cas, mais c'est aussi dû au fait qu'on a choisi nos taxons. Nos taxons, on les a choisis pour que ce soit des espèces majoritairement aphidiphages qui prédatent les pucerons pour lutter contre pucerons des épis dans nos parcelles. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en a plus. Et voilà, on voit des réponses bien différentes, mais en tout cas, il y a un effet du score de la haie par régime alimentaire. On l'a prouvé statistiquement. Ensuite, pour continuer sur cette analyse de résultats, on est passé à l'effet du score de la haie par habitat. Donc, les habitats, c'est où les auxiliaires ont tendance à habiter en fonction de leur espèce, de leur taxon. Et donc, on a relevé deux principaux habitats, il y en a d'autres, mais c'est ceux qui nous intéressent. C'est les potentiellement liés à la haie et les auxiliaires qui vont être strictement liés à la haie. Donc, les auxiliaires qui sont strictement liés à la haie, c'est ceux qui ne peuvent pas habiter ailleurs que dans la haie. Et ceux potentiellement liés à la haie, c'est ceux
qui vont pouvoir habiter, par exemple, dans le sol, mais qui peuvent être dans le sol à l'intérieur de la haie, donc qui sont potentiellement liés à la haie. Donc, c'est toujours le même type de graphique, hein, avec l'abondance en ordonnée et le score de la haie en abscisse. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on a vraiment des courbes assez linéaires, donc on n'a pas d'effet du score par habitat, ce qui nous paraît logique parce que, en fait, ce qui va vraiment influencer les auxiliaires et la présence d'auxiliaires, ça va être la présence de haies. C'est-à-dire que nos auxiliaires qui sont strictement liés à la haie, ils vont être présents dans une haie, enfin dans une parcelle agricole, que s'il y a une haie à proximité. Ils vont être plus influencés par la présence ou non de haies que par le score de la haie, ou peu importe le score, dans tous les cas, s'ils sont strictement liés à la haie, ils vont habiter dans la haie. Voilà. Et sinon, on voit quand même qu'on a des réponses qui sont différentes. Oh, pardon. On voit qu'on a des réponses qui sont différentes entre les strictement liés à la haie et les potentiellement liés à la haie. Comme on a plus de taxons qui sont potentiellement liés à la haie, on a une abondance un peu plus élevée. Et pour vous, donc voilà, là on s'est vraiment beaucoup intéressé au score de la haie, mais comme on a vu dans la première diapo que je vous ai présentée, pour la chambre d'agriculture, par exemple, on a une tendance à l'inverse. La haie à faible score a une abondance d'auxiliaires plus élevée que la haie à haut score. Donc, on est parti du principe, enfin, on a réfléchi, on s'est dit que l'abondance des auxiliaires n'était pas due que à la haie ou à son score, et qu'il fallait qu'on prenne en compte aussi tout le système, le paysage qu'on avait autour de cette haie. Et donc là, on vous a présenté les résultats des effets des cultures adjacentes qui sont juste à proximité des haies. Donc, on a mis en place 3 catégories de cultures adjacentes. Les cultures adjacentes très favorables qui sont en vert. Donc, c'est du 100% prairie ou alors 100% culture floricole, comme le colza, la luzerne. On a les cultures adjacentes qui vont être favorables. Donc là, c'est 50% prairie, 50% céréales, ou alors, voilà, 50% céréales, 50% culture floricole, ou un mélange céréales-légumineuses. Et ensuite, on a la dernière catégorie qui est peu favorable, représentée en rouge, qui est du 100% céréales. Et ce qu'on remarque sur ce graphique, qui est toujours le même, avec l'abondance des auxiliaires en ordonnée, on a une abondance des auxiliaires qui est plus importante sur des cultures adjacentes très favorables, donc sur un 100% prairie, que sur des cultures adjacentes qui vont être 50% prairie, 50% céréales ou 100% céréales. Donc on a un vrai impact en fait de la culture adjacente sur la quantité d'auxiliaires à l'intérieur de la haie. Donc en fait, on peut pas, pour analyser une haie, on ne peut pas considérer juste sa haie, enfin juste la haie, on va devoir considérer le paysage et le système qui a les cultures qui sont autour. Et c'est ce que nous montre ce graphique. Donc, pour conclure cette partie de résultats sur les tentes malaises, donc on est venu à la conclusion qu'un score élevé augmente l'abondance des auxiliaires, en tout cas chez Arvalis. Comment ces auxiliaires suivent une dynamique saisonnière. Ils sont très impactés quand même par les dates, par la température. Les cultures adjacentes influencent l'abondance d'auxiliaires. Donc là, c'est ce que je viens de vous parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que la haie, mais plutôt un système global autour de la haie. Le score de la haie influence l'abondance par taxon et l'abondance par régime alimentaire, parce que nos modèles étaient assez précis pour voir une influence du score de la haie. Par contre, on n'a pas vu d'influence sur l'abondance globale, peut-être justement parce que c'était trop global et qu'il nous manquait une variable explicative à notre modèle. Et on n'a pas vu de différence non plus pour l'abondance par type d'habitat, parce que justement, les types d'habitat, c'est il y a ou il n'y a pas. Donc les auxiliaires sont, s'il y a présence de haies, ils vont être présents, et s'il n'y a pas, ils ne vont pas être présents, mais ce n'est pas influencé par le score de la haie en soi. Et pour répondre à la question en fait de cette toxicologue, qu'est-ce qu'un bon score? Donc on pensait en créant ce webinaire qu'on allait pouvoir vous donner une réponse sur le bon score.
parce qu'on pensait obtenir des courbes, comme vous voyez en bas, des courbes avec des seuils. Sauf que, comme vous l'avez vu précédemment, on obtient plutôt des courbes qui sont linéaires, avec une augmentation linéaire. Et donc, on n'arrive pas à avoir ce seuil de mauvais score et de qu'est-ce qu'un bon score. Donc, on n'arrive pas pour le moment à conclure sur qu'est-ce qu'un bon score, mais après, on va continuer nos analyses et en espérant avoir plus d'années de données pour pouvoir un jour donner un seuil d'un bon score en haie. Voilà, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette première partie des résultats. On va faire des 5 minutes de questions et ensuite on enchaînera sur les résultats, mais ce coup-ci pour les aspirations, donc dans les parcelles agricoles. Merci beaucoup, Ève, d'autant qu'il y a quelques petites questions là en étant. Je vais commencer par une question pour toi, Xavier, je pense. Qu'en est-il des résultats tente-malaise pour le taxon des hyménoptères parasitoïdes? Alors, bonne question. On a effectivement parlé des parasitoïdes plus tôt. Donc, ces parasitoïdes, ils ont effectivement été collectés et Flora vous a dit qu'ils ont été dénombrés. Ils n'ont pas fait partie de l'analyse, en tout cas pour aujourd'hui, en partie parce que ces groupes n'ont pas pu être identifiés à l'espèce. C'est des groupes particulièrement complexes et particulièrement abondants. Ce qu'on peut simplement dire en tendance, c'est que sur les analyses faites précédemment, en particulier sur les 4 années de répétition à Arvalis, on a globalement des quantités de parasitoïdes qui sont supérieures au niveau de la haie à haut score par rapport à la haie à faible score. Ces parasitoïdes sont, pour la quasi-totalité, les hyménoptères parasitoïdes, des consommateurs de ressources florales et donc sont en partie dépendants des IAE qui fournissent ce genre de ressources. Voilà, on peut pas aller plus dans le détail, sauf si quelques collègues veulent compléter, mais en tout cas, on peut pas aller à l'échelle de l'espèce et on sait notamment que les parasitoïdes sont quand même des bêtes très spécialisées. C'est-à-dire qu'une espèce de parasitoïde souvent parasite une espèce d'hôte et par exemple de ravageurs. Donc on peut pas aller à ce stade dans cette finesse. Merci Xavier. Une question pour toi, Ève. Est-ce que tu peux revenir sur comment a été faite la distinction entre les auxiliaires potentiellement ou strictement liés à la haie lorsque tu parles d'habitat? Oui, donc potentiellement liés à la haie, c'est les auxiliaires qui, par exemple, peuvent vivre dans le sol ou dans des cavités, mais les cavités, ça peut être de la paille aussi, mais comme ça peut être un morceau de bois. Donc, en fait, c'est des auxiliaires qui vont pas forcément être strictement liés à la haie, parce que strictement liés à la haie, c'est vraiment tous les auxiliaires qui vivent en milieu boisé, qui ont besoin de bois pour nicher et se développer et se reproduire. Alors que potentiellement, ça peut être, oui, voilà, ça peut être dans le sol, dans des cavités. Donc, ça peut être lié à la haie, comme ça peut être lié à la partie herbacée à proximité de la haie ou justement le sol sous la haie. Voilà. Merci. Dans l'approche paysage, donc les résultats effets cultures adjacentes, tu as fait un focus donc justement sur les cultures adjacentes. Est-ce que tu as pris en compte d'autres paramètres? Oui, on a pris en compte aussi le système, donc si on était en bio ou en conventionnel, ainsi que le paysage, donc si on était bocager ou ouvert. On ne vous a pas du tout présenté les résultats là, mais c'est des choses qui sont aussi très intéressantes à travailler. Après, voilà, pour le système, on n'avait qu'un seul partenaire qui était bocager. Tout le reste était ouvert. Donc, par exemple, c'est une comparaison qu'on ne peut pas faire statistiquement parce que ça reviendrait à mettre un partenaire contre les autres. Donc, voilà, c'est des choses qu'on ne vous a pas présentées, mais qui sont aussi très, très intéressantes à étudier pour avoir en fait une vision de l'ensemble du système autour de la haie et sur l'abondance des auxiliaires. Parfait. Et donc, pour sur ta dernière diapo de conclusion, une question très franche qui nous demande finalement, c'est quoi un bon score? C'est quoi un mauvais score? Est-ce qu'on peut approcher cette notion de bon score et de mauvais score? Ah, ça, c'est la question difficile. Non, mais c'est vrai que oui, on peut approcher, nous, grâce aux 5 années de données à Arvalis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de données significatives pour les partenaires, mais on n'a eu que 2 années
de suivi, contrairement à Arvalis, où là, on a eu une différence significative favorable à la haie au score. Et on a 5 années de suivi. Donc, on arrive, et en plus, on a changé de haie aussi. Donc, on arrive à avoir un seuil sur notre station. Après, bien sûr, ça va dépendre des sites et des régions. Mais sur notre station, on arrive à dire qu'en dessous de 100, on va être sur un score qui va être très faible. De 100 à 200, on est sur un score moyen acceptable. Et au-dessus de 100, là, on est sur un très bon score. Voilà le seuil qu'on peut donner actuellement. Bon, une première approche en tout cas. Merci, je n'ai plus de questions. Merci beaucoup. Alors, on redémarre sur la deuxième partie de résultats. Hop. Donc là, on vous a parlé jusqu'ici de ce qui se passe au pied de la haie, vraiment au niveau de la haie, donc en bord de parcelle. On a vu le type d'auxiliaire qui était accueilli, et maintenant on va aller à l'intérieur de la parcelle adjacente, puisque l'hypothèse du projet, du travail, elle est bien d'accueillir des auxiliaires dans les haies pour que ceux-ci dispersent dans les parcelles adjacentes pour y réguler des ravageurs, en l'occurrence les pucerons des épis. Donc cette fois-ci, on va vous présenter les résultats d'aspiration sur les auxiliaires et sur les pucerons. Donc cette fois-ci, on rajoute également les ravageurs. Jusqu'ici, on vous a parlé uniquement d'auxiliaires. Là, on va rajouter le ravageur. Et donc, je ne reviens pas sur la méthode qu'a présenté rapidement Romain tout à l'heure, l'aspiration avec un aspirateur souffleur de feuilles à différentes distances de la haie. On va traiter 2 questions sur ces résultats-là, pour lesquels on avait pour chaque question, on avait une hypothèse. La première question, c'est quel est l'effet de la qualité de la haie sur l'abondance des auxiliaires et des pucerons. Donc là, notre hypothèse, elle est que les haies à haut score favorisent davantage les auxiliaires, puisqu'on a vu, en tout cas pour certains groupes, ils étaient positivement influencés par le score de la haie, et une réduction des pucerons, puisque les auxiliaires consommant des pucerons, on s'attend à avoir plutôt moins de pucerons à proximité des haies de forte qualité. La deuxième question que l'on se pose, c'est l'effet de la distance à la haie sur l'abondance de ces deux groupes, des auxiliaires et des pucerons. Et sur cette question-là, on a une hypothèse qui est assez supportée par la biblio. Il y a pas mal de biblios sur cette question, sur divers ravageurs auxiliaires, et on s'attend à ce que l'abondance des auxiliaires soit plus importante proche de la haie que loin à l'intérieur de la parcelle, puisque les organismes dont on parle se dispersent à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres, mais peuvent difficilement parfois coloniser l'intérieur des parcelles. Ici, sous le terme auxiliaire, on va regrouper davantage de bêtes que tout à l'heure. On va regrouper les 5 taxons dont on parle depuis le début, les chrysopes, les sphécides, les coccinelles, les cirques et les cantharides. Mais on va également inclure les parasitoïdes, les araignées et les opilions, puisque dans l'aspiration, ça fait partie des organismes qui sont habituellement collectés. Et en fait, en termes d'abondance relative, on va attraper beaucoup de parasitoïdes, beaucoup d'araignées dans les aspirations par rapport aux autres. Et ce qu'on entend ici par ravageurs, ce sont à la fois les pucerons ailés et les larves de pucerons ou pucerons aptères, et également lorsqu'on en décroche lors de l'aspiration des momies, puisque les momies donc, que vous voyez ici, ces pucerons parasités sont des organismes qui ont induit des dégâts dans les semaines précédentes. Donc d'abord une visualisation descriptive des données, un petit peu à la manière de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc cette fois-ci, les aspirations sont uniquement sur le site Arvalis à Saint-Hilaire-en-Wavre. Vous avez ici la dynamique temporelle des auxiliaires et des pucerons. En axe horizontal, vous avez la date, alors en nombre de jours depuis le 1er janvier. Et puis en Y, vous avez l'abondance. En rouge, la courbe des auxiliaires. Donc en bonne partie parasitoïdes et araignées, mais aussi tous les autres dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis en vert bleu, vous avez les pucerons. Alors, première chose qu'on peut voir dans ces graphiques-là, c'est que selon les années, les dynamiques n'ont pas tout à fait la même forme. On a, comme pour les tentes malaises, une augmentation plutôt, là on est plutôt fin mai, début juin, donc c'est des périodes où les températures et la météo est globalement plus favorable à l'activité entomologique. Mais dans certains cas, la courbe des pucerons décolle alors que la
courbe des auxiliaires ne décolle pas. Et puis dans d'autres, comme ici en 2022, on a des populations d'auxiliaires qui sont déjà fortement présentes au démarrage et des populations de pucerons qui décollent un petit peu moins. L'autre information à noter, c'est l'axe Y. Vous voyez que en 2024, année où il a plu tout le temps, on avait peu d'auxiliaires et peu de pucerons. Donc des conditions très peu favorables à collecter les deux. Et en 2022 ou en 2025, avec des conditions plus favorables à cette période de l'année, mai-juin, des abondances nettement plus fortes. Alors, à la première question, pour répondre à la première question, là aussi on rentre dans les tests statistiques. Donc là, de la même manière que pour les tentes malaises, on combine dans les variables explicatives pas mal de choses. Donc là, on vous montre juste un effet qui est l'effet du type de la haie, enfin de la qualité de la haie, H+ à droite et H- à gauche. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'analyse réalisée, on a d'autres variables explicatives qui ne transparaissent pas directement sur ce graphique, qui sont la date. Donc là aussi, on a une modélisation explicite du temps. Et en fait, on la voit finalement dans ce graphique-là par l'ampleur des barres d'erreur, enfin des barres d'erreur ou de l'incertitude associée à la moyenne, parce que c'est ce qu'on a vu dans le graphique d'avant. Hein. Selon les années et selon le moment où on est dans l'année, on a des abondances qui peuvent être très différentes. Néanmoins, ce test statistique qui permet justement de démêler l'effet du temps de l'effet du score de la haie nous indique qu'on a globalement plus d'auxiliaires au niveau de la haie à haut score qu'au niveau de la haie à faible score. Et là encore, les points moyennes avec leur barre d'erreur ne doivent pas nous induire justement en erreur. En fait, on a un écart répété dans le temps, du début du suivi jusqu'à la fin du suivi, et c'est pour ça que c'est statistiquement significatif. Après, l'écart moyen sur toute la saison est relativement modeste, mais on a un effet positif du score de la haie. Donc ça correspond à notre hypothèse 1. Par contre, on a aussi plus de pucerons, alors qu'on s'attendait à du coup moins de pucerons. On a aussi plus de pucerons au niveau des parcelles adjacentes aux haies à haut score par rapport aux zones adjacentes aux haies à faible score. Je laisse Ève répondre à la question 2. Oui, donc pour répondre à la question 2, l'abondance en fonction de la distance, on va déjà faire une petite visualisation des résultats pour bien vous expliquer ce qu'on a mis en place en expérimentation sur la station de Saint-Hilaire. Donc en 2021, 2022, 2023, les 3 premières années, il y a eu des suivis par aspiration qu'à 10 mètres et à 30 mètres. C'est pour ça qu'on a des courbes qui s'arrêtent assez tôt. C'est parce qu'en fait, on voit en abscisse qu'on a la distance à la haie et en ordonnée, on a toujours l'abondance des auxiliaires. Donc, ouais, on a vraiment des points, un seul point à 10 mètres et un point à 30 mètres pour ces 3 années-là. Donc, on a les auxiliaires qui sont en rouge et les pucerons qui sont en bleu. Et ce qu'on remarque en 2022-2023, c'est une légère diminution sur les 20 premiers mètres d'éloignement à la haie. Donc, on a un peu plus d'auxiliaires, une abondance un peu plus forte d'auxiliaires à 10 mètres qu'à 30 mètres. Et donc, on a voulu confirmer ça. Donc, en 2024-2025, on a rajouté des aspirations à 70 mètres et à 100 mètres. Sauf que 2024, comme vous a dit Xavier précédemment, puis vous devez vous en souvenir, c'était une année assez pluvieuse, en tout cas pour nous dans la région. Et donc, on n'a vraiment pas eu d'aspiration d'insectes. Donc, c'est vraiment une année qu'on ne peut pas utiliser dans nos traitements statistiques. Et 2025, on observe des tendances qui sont légèrement différentes que 2022-2023. On a quand même une petite diminution d'auxiliaires en rouge qu'on observe vers 70 mètres à 100 mètres. Mais en tout cas, on a des tendances différentes parce qu'on a aussi changé de haie par rapport aux années de 2021 à 2023. Ensuite, pour réellement répondre à la question sur les variations des auxiliaires et des pucerons selon la distance à la haie, donc on a toujours le même type de graphique. En ordonnée l'abondance et en abscisse la distance à la haie en mètres. En rouge les auxiliaires et en bleu les pucerons. Ce qu'on remarque, c'est que
à 10 mètres et à 30 mètres, donc à 10 mètres et à 25 mètres, sur les premiers mètres, on a cette diminution qu'on retrouvait dans nos graphiques avant. Et ça se retrouve aussi dans la bibliographie quand des fois on cherche de la bibliographie sur des bandes fleuries ou des haies. On voit souvent que sur les 20 premiers mètres, les 30 premiers mètres d'éloignement à la haie, on a vraiment une forte diminution des auxiliaires. Ensuite, ce qui se montre pas sur ce graphique, mais ce qu'on a prouvé statistiquement derrière ce graphique, c'est que les auxiliaires, ils vont dépendre du score de la haie, de la date, mais aussi de la distance, de l'éloignement à la haie, tandis que les pucerons vont dépendre juste du score de la haie et de la date. Eux ne vont pas du tout dépendre de l'éloignement à la haie, ce qui nous paraît logique parce que en fait, les pucerons, leur milieu de vie, ça va être la parcelle agricole, tandis que les auxiliaires, ils vont vivre dans la haie. Donc forcément, ils vont être impactés aussi par la distance de celle-ci, contrairement que les pucerons, la distance à la haie ne va pas les impacter du tout. Ensuite, on a voulu vous illustrer un graphique qui nous a étonnés, qui est l'interdépendance auxiliaire puceron. C'est-à-dire qu'on a mesuré l'abondance d'auxiliaires. Donc là, le graphique est en log. Donc voilà, les abondances sont plus élevées que ça si on enlève le log. Donc on a voulu vous illustrer l'abondance d'auxiliaires par rapport à l'abondance de pucerons. Et on obtient une droite linéaire, ce qui fait que si on a plus de pucerons dans une parcelle, on va avoir aussi plus d'auxiliaires. Et ce qui nous a vraiment étonné sur ces résultats, c'est qu'en fait, les auxiliaires vont avoir tendance à suivre leurs ressources alimentaires. Ils vont être beaucoup plus influencés par la présence de pucerons que par le score de la haie. C'est-à-dire que si on est sur un très bon score de haie, mais qu'il n'y a pas de pucerons à proximité dans la parcelle à côté, ça va avoir moins d'impact que si on est dans une haie avec forte présence de pucerons à côté. Donc, c'est aussi très, très intéressant de voir ces données-là. Et donc, pour conclure sur cette partie résultats sur les aspirations, pour la question 1 que Xavier vous a faite, on se rend compte que lorsque la haie elle a un score élevé, on a une augmentation de pucerons et d'auxiliaires. Et pour la question 2 sur l'effet distance, donc il y a vraiment un effet distance à la haie pour les auxiliaires parce que forcément la haie c'est leur habitat, mais il n'y a pas d'effet distance à la haie pour les pucerons. Les auxiliaires, ils vont réagir ils réagissent à l'éloignement de la même manière, quel que soit le score de la haie. C'est-à-dire que si on est sur une haie à faible score, les auxiliaires vont réagir pareil. Il va y avoir une diminution sur les 20 premiers mètres d'éloignement, pareil qu'une haie à haut score, pas de différence entre les deux. Et sinon, les auxiliaires, ils semblent davantage répondre à la présence de pucerons, donc de leurs ressources alimentaires, qu'au score de la haie. Donc, ils semblent davantage être influencés par ça. Donc voilà, on vient de finir la partie résultats. On vous a présenté tous nos résultats. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a 5 minutes de questions. Eh bien, justement, j'en ai quelques-unes. La première est pour toi, Ève. Sur quelle culture ont été réalisées les aspirations? Seulement blé ou autre culture? Les aspirations ont été réalisées que sur du blé. Donc voilà, c'est sûr que ça serait quelque chose d'intéressant de réaliser sur d'autres cultures et je crois qu'à l'avenir, on va sûrement le faire. Mais ça a été réalisé que sur des parcelles de blé. Oui, j'imagine qu'on a bien privilégié les cultures d'Arvalis, du coup, c'est peut-être ça que ça veut dire. Deuxième question, c'est pour toi, Xavier. Est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est une momie de puceron et pourquoi est-ce qu'on la regarde? Oui. Alors une momie de puceron est le reste de pucerons parasités. Les parasitoïdes de pucerons pondent à l'intérieur des pucerons. L'œuf éclot pour donner une larve qui consomme le puceron de l'intérieur. Elle tue donc le puceron pendant son développement à l'intérieur de cette hôte. Et à la fin de son développement, comme beaucoup d'insectes, le parasitoïde effectue une métamorphose. Donc une fois que la larve a fini de manger le puceron, elle se met en métamorphose à l'intérieur. Et quand elle se met en métamorphose, elle tisse une sorte de cocon à l'intérieur de l'enveloppe du puceron. Et cette enveloppe
généralement devient un peu doré ou argenté pour les pucerons. Et à la fin de la métamorphose, le parasitoïde ressort, il y a une petite guêpe qui ressort de cette momie. On parle de momie parce que c'est quelque chose qui est figé après. Et donc c'est la trace de la régulation des pucerons par ces parasitoïdes. C'est très clair. Pour toi, toujours Xavier, je pense, pourquoi avoir observé les araignées au pilion non suivies par des piégeages auparavant? Quelle information ça nous apporte? Alors, c'est vrai qu'on ne les a pas, c'était l'objet de la question tout à l'heure, on n'a pas mis en place spécifiquement de piégeage sur ces bêtes-là en bord de parcelle. En revanche, à l'intérieur des parcelles, en aspiration, on les a conservés d'abord parce que ce sont des organismes et des auxiliaires de culture particulièrement abondants. Et c'est évident au moment où on aspire, puisqu'on voit que c'est globalement une bonne partie de ce qu'on collecte. Et puis parce que c'est des auxiliaires qui sont, donc quasiment toutes les araignées sont carnivores, donc sont des auxiliaires de culture, et sont particulièrement efficaces. Et on sait également que, comme beaucoup d'auxiliaires, leur abondance a tendance à décroître en partant du bord de la parcelle vers l'intérieur. Donc on avait de même genre d'hypothèse en fait que pour nos autres auxiliaires. Eh bien, c'est parfait et c'est tout pour les questions. Merci à vous. Merci. Merci. Eh bien, on va passer à donc une diapo de conclusion qu'on a souhaité synthétique pour que vous gardiez des messages relativement simples de tout cet ensemble de résultats. Donc 5 messages globalement à retenir avec plus de subtilité dans bien sûr le détail des résultats qu'on vient de passer. Le premier résultat, c'est qu'on a un indicateur qui globalement est plutôt validé. Vous voyez tout à l'heure qu'en tendance, on avait plutôt plus d'auxiliaires lorsque le score de la haie augmentait. Et on peut tout de suite ajouter la condition qui est qu'on a donc plutôt plus d'auxiliaires au pied des haies à score élevé, mais un effet qui est très taxon dépendant. Donc en fait, tout taxon confondu, on voyait une tendance qui était toutefois non significative. Statistiquement parlant. En revanche, quand on rentre taxon par taxon, vous avez vu qu'il y avait quelques groupes, notamment CIRF et les spécides, qui répondaient positivement et de manière statistiquement significative au score de la haie. Donc notre indicateur qui est basé sur ces scores d'auxiliaires, donc plutôt mécanistes, puisque les auxiliaires sont accueillis par les espèces végétales parce qu'ils consomment les ressources florales, se trouve globalement validé par ces mesures terrain. Le deuxième point à retenir, c'est qu'une calculette est disponible pour calculer les scores de haies. Donc Romain reviendra en tout cas sur comment on peut les demander. En tout cas, ce sera donc sur demande. On peut fournir cette calculette au format Excel si vous êtes intéressé par calculer les scores de vos haies. En troisième point, on a vu plutôt plus d'affidifage, donc d'organismes qui consomment des pucerons au pied de haies à score élevé. Et puis en fait, je rajouterai à ce message quand même quelque chose qui est aussi assez frappant, qui était l'effet de la qualité des cultures adjacentes, en tout cas de la qualité vis-à-vis des auxiliaires des cultures adjacentes. Ève l'a bien montré, quand le contexte est peu favorable avec uniquement des céréales qui ne fournissent pas de ressources florales, on a dans l'ensemble un nombre d'individus inférieur. Et quand le contexte est très favorable, avec des cultures adjacentes qui fournissent beaucoup de ressources aux auxiliaires en général, on a globalement une ambiance avec plus d'auxiliaires. Enfin, en bas à gauche, un résultat qui cette fois-ci est lié à ce qui se passe à l'intérieur de la parcelle. On l'a vu, plutôt plus d'auxiliaires à proximité des haies de bonne qualité, mais surtout finalement des auxiliaires qui semblent répondre plus fortement à la ressource en puceron qu'à l'habitat adjacent. L'habitat adjacent, la qualité de la haie est importante, mais on le voit, on l'a vu sur le dernier graphique que présentait Ève, la corrélation la plus marquante, c'est quand même que le nombre d'auxiliaires augmente quand le nombre de pucerons augmente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi trouver assez logique, parce que les auxiliaires consommant des pucerons, ils suivent leur proie. Et puis enfin,
le dernier point qui a fait l'objet de discussions, de débats en interne à Arvalis, le sujet était de savoir si de tels résultats sur les auxiliaires et sur l'importance des infrastructures agroécologiques comme les haies étaient de nature à nous faire retravailler les seuils d'intervention sur pucerons des épis, seuils d'intervention qui sont à un épi sur 2 colonisés par des pucerons. Donc à partir de ce seuil-là, on considère qu'il peut être raisonnable d'intervenir en insecticide contre les pucerons des épis. L'issue de cet échange était de dire que le seuil d'intervention sur les pucerons des épis reste inchangé pour essentiellement 2 raisons. La première, elle est indiquée là, c'est qu'en fait, ce seuil d'intervention qui a été construit à partir de manip des dernières décennies sur la nuisibilité des pucerons des épis, ce seuil, il intègre déjà un niveau de régulation moyen. C'est-à-dire que les essais qui ont permis de définir ce seuil d'intervention, ils n'étaient pas réalisés sans auxiliaires. Ils étaient réalisés avec des quantités d'auxiliaires naturels et bien sûr sans traitement insecticide pour observer les pertes liées à ces pucerons des épis. Donc on avait une régulation qui se faisait de manière naturelle. Donc les seuils d'intervention actuels intègrent déjà cette régulation moyenne. Et finalement la question d'après c'est est-ce qu'on arrive à aller plus loin qu'une régulation moyenne et à prédire, à estimer un niveau de régulation à la parcelle pour une année donnée, dans un contexte donné? Et la réponse, elle est plutôt non pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant pas suffisamment de compréhension fine de ces mécanismes-là pour prédire dans une parcelle donnée, une année donnée, comment va se passer l'équilibre ravageur auxiliaire. Est-ce que les auxiliaires vont permettre de réguler les pucerons ou est-ce qu'inversement, les populations de pucerons vont prendre le dessus et exploser? Donc les seuils d'intervention à partir de ces études-là restent tout de même inchangés. Voilà pour cette partie conclusion. Un petit temps de questions, peut-être, puisque j'en ai quelques-unes là qui sont remontées, notamment à propos de la calculette. Comment est-ce que l'on pense partager cet outil, donc la calculette ou le fichier Excel, autrement dit, comment est-ce qu'on pense partager cet outil, pour qui, où est-ce qu'on peut la trouver, cette calculette? Alors, partager déjà, première question, pour qui et si oui, où? Alors, du coup, je peux répondre. Alors, pour qui? Plutôt à destination des techniciens. C'est vrai que je vois un peu mal un agriculteur encore manipuler finalement cette calculette et puis surtout scorer sa haie. Où c'est qu'on peut le trouver? Plutôt me faire une demande spécifique. Il y aura mes coordonnées à la fin de la diapo pour pouvoir... voilà, vous me faites un mail et il y aura une vidéo explicative sur la prise en main de la méthode. Pardon, je voulais aller dessus. Donc voilà, j'y reviendrai juste après, mais voilà, il faudra me faire un petit mail et puis il y aura un petit accompagnement pour la prise en main d'outils. Merci. Donc je crois que la réponse est claire, elle est disponible Oui. sur demande pour peut-être prendre aussi un temps d'explication si besoin, Romain. Je pense qu'il y a un guide aussi qui a été rédigé, un guide d'utilisation. Oui, tout à fait. Il y a un document Word aujourd'hui qui existe, mais l'idée c'est d'avoir aussi un support visuel au travers d'une vidéo pour expliquer en détail comment ça se passe sur le terrain et comment ça se passe au bureau derrière pour la saisie de la donnée. Parfait. Deuxième question, pourquoi ne pas s'être intéressé plutôt aux pucerons d'automne, plus problématiques que ceux de printemps? Je pense que c'est une question pour toi, Xavier. Alors, c'est tout à fait juste que les pucerons d'automne sont plus problématiques que les pucerons de printemps. Dans cette discussion justement qu'on a eue en interne sur les seuils d'intervention, sur les 40 dernières années de suivi par les collègues spécialisés sur ces ravageurs-là, uniquement 6 années ont été véritablement problématiques et ont pu donner lieu à des traitements insecticides. Mais en moyenne, on a moins d'un insecticide par an sur ces pucerons-là. En revanche, ce qui fait que cette période est quand même intéressante à étudier, c'est que c'est la période d'activité maximale des auxiliaires. Là, on est en avril, mai, juin. Il pourrait effectivement être intéressant d'aller ensuite observer ce qui se passe pendant l'été ou à la fin de l'été sur les générations de pucerons qui vont ensuite coloniser les céréales à l'automne.
Bon voilà, c'est pas là dans le cadre de cet essai-là, on s'est centré sur ces ravageurs-là. On peut noter aussi que les pucerons vecteurs de jaunisse à l'automne, c'est ça qui fait leur nuisibilité, hein, c'est qu'à l'automne, ces pucerons transmettent des virus aux céréales, ont une nuisibilité qui est plutôt extrême, c'est-à-dire qu'un puceron porteur du virus suffit à infecter un plant. Alors qu'ici, sur puceron des épis, c'est plutôt un effet de densité, c'est-à-dire plus il y a de pucerons, plus il y a de dégâts par plante. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait le même effet, on comprend bien. Et une dernière petite question pour une réponse rapide, mais elle est intéressante. Est-ce qu'une bande fleurie aurait le même effet qu'une haie? C'est pas Alors, ouais. Oui. Eh ben, il y a finalement deux parties de réponse à cette question. La première, c'est sur la ressource florale. C'est vraiment un point qui est extrêmement important pour tous les taxons qu'on a listés dans ce webinaire. Et donc cette ressource florale, elle peut être relativement équivalente. Tout dépend de la strate herbacée de la haie. Une haie sans strate herbacée ou presque pourrait fournir finalement moins de ressources florales qu'une bande fleurie. Mais si on a une strate herbacée conséquente au pied de la haie, alors on peut avoir une fourniture de ressources florales équivalente. Par contre, ce qui démarque les haies par rapport aux bandes fleuries, c'est des sites de nidification ligneux, c'est-à-dire la présence de bois, de brindilles ou de branches, à l'intérieur desquels certains insectes nidifient. Et donc là, pour le coup, ça démarque les haies par rapport aux bandes fleuries qui peuvent accueillir des bêtes que les bandes fleuries ne peuvent pas accueillir. Merci, c'est tout bon pour moi. Super. Eh ben, on termine avec une ouverture, donc une ouverture notamment géographique. On a ici parlé donc d'un contexte régional, d'un projet régional d'évaluation de qualité des haies qui date maintenant de 2021, donc avec un historique assez important. Et donc en perspective, on souhaitait évoquer une possibilité d'élargissement géographique dans le cadre d'un autre projet qui s'appellerait Qualité. Et donc pour introduire ce sujet-là, on revient rapidement sur un standard national qui s'appelle le plan de gestion durable des haies, le PGDH ou le PGD-SAF, selon que c'est le réseau France ou la Chambre d'agriculture qui le réalise, mais globalement le cadre est le même. Ce plan de gestion durable des haies est un standard qui permet à tout agriculteur souhaitant diagnostiquer l'état de son réseau de haies et la manière de le gérer, qui permet de l'accompagner dans cette gestion. Donc un délivrable, puisque c'est un gros document qui est fourni à la sortie, mais la page principale, en fait, elle liste un certain nombre d'indicateurs, tout un indicateur lié au linéaire de haies, à la quantité de bois qu'on peut sortir par an pour du chauffage, pour du bois d'œuvre par exemple, les types d'entretien prioritaires, et on a notamment un indicateur de biodiversité issu d'études précédentes. Et donc, le respect de ce plan de gestion, associé à des audits réalisés régulièrement sur le réseau de haies de l'agriculteur, peuvent donner accès au label haies et à un bonus PAC lié à cette qualité supérieure des haies, ou en tout cas au respect d'un plan de gestion. Dans ce cadre-là, je l'ai dit, un indice de biodiversité potentielle qui a été élaboré par des équipes INRAE, Fédération de chasse de Côte-d'Armor également, et puis Réseau France, qui cible spécifiquement, en tout cas dans sa construction, des bêtes forestières, donc à la fois des carabes forestiers, vous en avez un ici, et puis de la flore forestière. Il a été également travaillé avec d'autres taxons, mais la construction de cet indicateur est basée là-dessus. Et l'objectif, finalement, si on veut le résumer de cet élargissement là, dans le projet qualité, ce serait d'ajouter un ou quelques indicateurs liés aux auxiliaires de culture, et donc en fait à des bêtes qui sont peut-être davantage parlantes pour l'agriculteur auquel on restitue ce rapport. Et donc en fait, si on le résume, l'objectif il est de faire le pont entre la méthode et les livrables proposés dans les plans de gestion durable des haies, et puis les calculettes que vous a présenté Romain tout à l'heure pour calculer la qualité des haies.
Donc ça, on va essayer de le faire en 2 parties et tout dépend de l'acceptation ou non d'un financement CASDAR, mais le plan consistera à caractériser un réseau de haies et à collecter les auxiliaires d'une manière assez analogue à ce qui vous a été présenté là, en essayant justement de faire les ponts avec les méthodes des chambres d'agriculture et du réseau Haies France. Et puis en action 2, analyser les collectes comme on l'a fait et développer un moteur de calcul qui permette aux réalisateurs de plans de gestion de pouvoir calculer automatiquement à partir des données collectées au niveau des haies, un indicateur de qualité des haies sur les auxiliaires spécifiquement. Et donc géographiquement, ça doit donner quelque chose comme ça. Donc vous aviez les partenaires de ce dépôt en haut de la diapositive, dont certains étaient déjà dans le consortium du projet actuel. Et géographiquement, le projet Oxyferme est ici en bleu, avec quand même une répartition assez large dans le Grand Est. Et le projet Qualité ira plutôt chercher des zones nord-ouest, mais également sud-sud-ouest ici, pour élargir le nombre de contextes observés pendant au moins 2 années de terrain supplémentaires. Voilà. Merci Xavier. Du coup, j'ai 2 questions, mais alors je vais vous demander des réponses très rapides parce qu'il nous reste 5 minutes à la réunion. Donc la première, c'est avez-vous noté la floraison des arbres et des espèces herbacées présentes dans les haies que vous avez suivies? Est-ce finalement un indicateur floraison dans les haies que vous avez pu mesurer pour toutes les années de suivi? Et de même, avez-vous pris en compte l'âge des haies dans l'analyse de vos résultats? Alors, pour la première question, est-ce qu'on a pris en compte la floraison? Non, on n'a pas noté des dates de floraison, mais en fait, les attractivités qui sont utilisées dans auxiliaire et auxiliaire finalement prennent en compte le fait que l'essence fleurit et attire potentiellement tel ou tel type d'auxiliaire. Et la deuxième question, c'est... est-ce qu'on a pris en compte l'âge et l'âge? Non, si ce n'est le coefficient typologique justement qui peut donner une indication sur la structure même de la haie. Donc forcément, des haies qui sont plus âgées auront tendance à être aussi plus de strates, plus densifiées, etc. Voilà. Une question intéressante. Est-ce que l'outil nous orientera sur les essences et la conduite de la haie pour favoriser les auxiliaires? Pas en l'état, non, si ce n'est si on veut aller regarder quelles essences sont plus ou moins attractives, en fait, on peut accéder directement à un petit auxiliaire herbe qui, en fait, décrit par taxon si ça a une attractivité ou pas. Et ça, dans la calculette, effectivement, on peut aller jeter un œil. Mais dire à la fin, oui, il faut planter ça ou planter ça, non, c'est pas l'objectif de la calculette là. En tout cas, on ne l'a pas fait. Oui, juste une petite dernière remarque. Je ne suis pas sûre qu'on aura le temps d'y répondre là, mais il y a cette remarque d'essayer de faire le lien avec le rendement, en fait, je pense relativement aux dégâts justement qui ont été évoqués et à l'ajustement des seuils. Donc, il y a cette remarque et cette proposition d'essayer d'aller jusqu'à faire du lien avec le rendement. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on pourra y répondre là tout de suite. Alors, on peut simplement indiquer que dans la biblio, et notamment en Suisse, ça a été fait 1 ou 2 fois. Il y a 1 ou 2 publications scientifiques qui ont traité cette question, qui est évidemment difficile à traiter précisément parce que le rendement dépend aussi de plein d'autres choses. Mais en tout cas, cet effet bord de champ sur les rendements de cultures adjacentes, on a quelques petites pistes biblio. Merci. Ok, on clôture ce temps de questions, Pascaline? Oui, tout à fait. Il est temps de conclure. Super. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Du coup, merci pour vos questions, votre participation, mais un grand merci aussi à tous les intervenants. Sachez que vous pourrez retrouver l'enregistrement d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube Arvalis TV. Comme l'a évoqué Xavier précédemment, si vous voulez accéder à cette petite calculette, il suffit de m'envoyer un mail ou de me contacter via l'adresse mail que vous avez sur l'écran. Il y aura également un petit support de formation qui sera disponible pour la prise en main. Et si vous êtes intéressé par tous les autres travaux qui peuvent être faits sur la station expérimentale de Saint-Hilaire, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook. Et enfin, un dernier mot pour, s'il vous plaît, flasher ce QR code pour répondre à un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, ça vous prendra que 5 minutes.
Et un dernier mot pour remercier encore nos financeurs, qui sont la région Grand Est, l'Agence de l'eau et le groupe Nesté, mais également tous les partenaires voilà, qui nous ont assuré les suivis et apporté leurs connaissances pour mener à bien ce projet. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.